Bonjour à tous, bienvenue dans ce débat consacré à l'argent fléché organisé par l'Institut Montaigne, le Cercle des économistes et Terra Nova. Avant d'entrer, de découvrir le panel qui vous sera présenté à partir de 10 heures, je vous propose, depuis Radio Classique, de s'entretenir avec Bertrand Dumazy, le PDG d'Edenred, puisqu'en matière d'argent fléché, on peut dire qu'il est un expert. C'est tout simplement le numéro 1 mondial des solutions d'argent fléché. Bonjour Bertrand Dumazy. Bonjour Dimitri Pavlenko. Alors, argent fléché, on va peut-être commencer par la base, parce qu'on saisit l'image, on voit bien l'idée. On parle aussi de paiement à usage spécifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, Bertrand Dumazy, qu'est-ce que c'est exactement l'argent fléché? Oui. Alors, je commencerai par dire que l'argent fléché n'est pas l'argent universel. L'argent universel, c'est de l'argent qu'on peut utiliser quand on veut, comme on veut. L'argent fléché, c'est un argent qui est ciblé vers des secteurs identifiés, donc par exemple l'économie locale, avec un montant limité et qui est soumis à une date de péremption, ce qu'on appelle dans le jargon de l'argent fléché un millésime. Donc, c'est la première caractéristique. Il n'est pas universel, il est sous contrainte. Deuxièmement, du fait de ses caractéristiques, c'est un argent qui a un effet déclencheur et multiplicateur. Il a un effet déclencheur de la dépense puisque vous avez une date de péremption dans l'utilisation de cet argent et donc il faut le dépenser alors que de l'argent universel pourrait être thésaurisé. Donc il y a un effet déclencheur, il y a aussi un aspect psychologique derrière ce déclenchement puisque souvent l'argent fléché est en partie financé. Donc par exemple quand vous avez un ticket restaurant, il est financé en partie par votre employeur et donc quand vous recevez 10, en général vous avez envie de dépenser plus puisqu'il faut le dépenser et il a été cofinancé. Donc vous avez cet effet déclencheur de la dépense et un effet multiplicateur qui est de l'ordre de 1,6, c'est-à-dire que quand vous recevez 1 d'argent fléché, vous avez tendance à dépenser 1,6. L'autre aspect de cet argent fléché, c'est que c'est des solutions qui sont digitales, simples à mettre en œuvre et qu'on peut débrancher quand on veut. Donc, je prends un exemple. Le Department for Education en Angleterre veut donner accès à 1,3 million d'enfants à des repas équilibrés auxquels ils n'ont plus accès puisque pendant le confinement, les écoles sont fermées, donc les cantines sont fermées. Nous sommes capables de monter un système d'argent fléché, donc de l'argent digital qui arrive sur le téléphone portable des parents, mais cet argent ne pourra être dépensé que pour acheter de la nourriture pour les enfants en remplacement de cantines qui n'existent plus. Ou un autre exemple, en Roumanie, vous avez des personnes âgées, pensionnées, faiblement pensionnées, qui, du fait de la crise du Covid, s'alimentent de plus en plus mal. Et donc, de l'argent tombe sur un compte digital émulé pour chacune de ces personnes âgées pour dépenser de l'argent, mais uniquement de l'argent pour s'alimenter et en complément de leurs ressources, sachant qu'en Roumanie, typiquement, quand on a fait ça, l'âge moyen du bénéficiaire était de 83 ans et avec un taux d'activation des comptes digitaux de 75%. Cet argent fléché, il a deux dernières caractéristiques et j'en arrête là. Il est probablement vecteur de comportements plus responsables, c'est-à-dire qu'il existe des modes d'argent fléché dans le monde qui introduisent des comportements probablement plus vertueux et responsables. Par exemple, en Belgique, vous avez ce qu'on appelle en fait l'éco-chèque, qui est de l'argent fléché qui tombe sur un compte, mais nos amis belges ne peuvent dépenser cet argent que pour des produits dits écologiques dans des réseaux de distribution écologique. Et chaque euro dépensé en éco-chèque permet de diminuer l'émission de CO2 d'environ 1 kg. Ou je prends un autre exemple, aux États-Unis, vous avez un système qui s'appelle Commuter Benefits et qui dit à chaque individu, si vous renoncez à l'utilisation de votre voiture individuelle pour aller travailler tous les jours et que vous utilisez d'autres modes de mobilité, notamment les transports en commun ou le vélo ou une trottinette, eh bien, vous allez recevoir de l'argent pour financer cette nouvelle mobilité. Et sachez que c'est des formules qu'on a développées aux États-Unis qui sont en très forte expansion. Et je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui qu'on a signé Amazon, donc une des toutes premières entreprises dites digitales des États-Unis et qui se convertit au Commuter Benefits. Et le dernier élément, c'est que cet argent fléché permet également de générer des recettes pour l'État. Pourquoi? Parce que si on est capable de dépenser l'argent où on veut, quand on veut,
malgré une forme de défiscalisation, les effets induits par cette dépense qu'on est capable de maîtriser rapportent plus que la défiscalisation initiale. Un exemple, dans le ticket restaurant, si vous avez un montant de défiscalisation annuelle en France qui est de l'ordre de 1,6 milliard, le montant total des recettes du fait de la TVA, du fait des charges, du fait de l'impôt qui est payé, le montant total des recettes est de l'ordre de 2,6 milliards. Bref, plus vous mettez en route de l'argent fléché, plus vous êtes capable, de générer des vecteurs de comportement plus responsables, de générer des recettes pour l'État et d'avoir un effet multiplicateur de la dépense. Alors, on a bien compris l'idée, argent fléché, ça veut dire argent ciblé, argent aussi conditionné. Vous, chez Edenred, 3 grands métiers. Il y a l'alimentation avec les fameux tickets restaurants, vous en avez parlé, la mobilité, puis tout ce qui est de l'ordre de la motivation. Là, on pense par exemple aux cartes cadeaux qui sont données à Noël ou parfois avant les vacances. Vous avez cité d'autres familles de consommation pour l'argent fléché. Si j'ai bien compris le concept, on est à l'opposé total. Je rebondis sur l'actualité de ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire cet argent qui va être donné directement sur le compte bancaire des gens, comme on a pu le voir pendant la crise aux États-Unis. Parce que je vous pose cette question parce que vous avez vu qu'il y a cette proposition aujourd'hui qui émane de l'OFCE. Pourquoi pas la BCE ne ferait-elle un chèque à tous les Européens de l'hélicoptère monnaie? Vous pensez, vous, que l'argent fléché, c'est plus efficace d'un point de vue économique? L'argent fléché est bien plus efficace d'un point de vue économique, puisque si vous regardez donc l'hélicoptère monnaie et l'argent fléché, l'hélicoptère monnaie, vous faites tomber un chèque chez tous vos concitoyens, comme les Nord-Américains l'ont fait. Que se passe-t-il avec ce chèque? D'abord, vous n'êtes pas sûr qu'il soit dépensé. La situation américaine est très différente de la situation européenne. Les Nord-Américains ont un niveau d'épargne qui est très faible. Donc, si vous donnez de l'argent, vous savez que cet argent va être dépensé immédiatement. En revanche, en Europe, le niveau de thésaurisation est énorme. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on vit dans la peur du lendemain en disant demain sera pire qu'aujourd'hui. L'épargne des Français a augmenté de 165 milliards pendant la crise de la pandémie. On est rentré dans la crise avec 100 milliards d'euros d'économie au niveau des ménages français. On va en sortir avec 265 milliards. Le même OFCE dit que si 20% de cet argent est dépensé assez rapidement, ça a un effet coup de fouet sur la croissance du PNB du pays, effet coup de fouet qui est évalué à peu près 2%. Donc, quand vous donnez de l'hélicoptère money aux Américains, comme ils ont un niveau de thésaurisation qui est faible, c'est dépensé immédiatement. En Europe, ce sera probablement thésaurisé plutôt que d'être dépensé. Et l'argent fléché permet en fait de ne pas tomber dans ce piège. Premièrement, parce qu'il a une date de péremption. Ça veut dire qu'on est obligé de dépenser, sinon on perd l'argent. L'hélicoptère monnaie, de l'argent universel. Deuxième sujet, vous pouvez aider les secteurs qui ont été les plus atteints par la crise de la pandémie, le confinement et donc la crise économique. Et troisième sujet, on a la chance d'avoir en Europe des exemples d'argent fléché qui ne sont pas saturés. Et donc, il serait probablement une très bonne idée de utiliser l'argent thésaurisé des Français, voire de l'abonder, mais de manière fléchée vers les secteurs économiques qui ont le plus souffert, sur des éléments qui existent déjà aujourd'hui. On peut parler de la restauration. Donc, on sait tous que nos amis restaurateurs ont souffert pendant cette période puisqu'ils n'ont pas pu ouvrir ou ouvrir seulement partiellement leur commerce. Et on sait que les Français ont envie de dépenser leur argent dans un secteur qui est la restauration, puisque quand on est passé du confinement au déconfinement l'été dernier, le montant qui pouvait être dépensé via des titres restaurants de manière journalière qui est passé de 19 à 38 euros, donc c'est une possibilité. Au sein de cette enveloppe, la dépense moyenne est passée immédiatement de 14 à 21 euros. Bref, si vous dites aux Français... Bertrand Dumézil, pardon, je vous interromps, mais est-ce que cet effet de dépense a augmenté dès lors que les restaurants rouvrent? Vous le constatez d'ailleurs depuis maintenant presque 3 semaines que les restaurants peuvent rouvrir un jour jour. Ouais. On le constate dès le premier jour. C'est-à-dire que dès que les restaurants sont ouverts, la dépense explose. Et donc cet argent que vous donnez, par exemple via du ticket restaurant, si vous permettez de dépenser plus,
le ticket moyen augmente de 50% immédiatement. On l'observe en France, mais comme on a la chance d'être dans 45 pays, on l'observe dans tous les pays. Mais plus que ça, derrière la dépense fléchée, vous avez un coefficient multiplicateur qu'on est capable aujourd'hui en fait de mesurer très précisément, puisque quand vous utilisez un produit digital Edenred, on est capable de réconcilier d'où viennent les flux pour un repas. C'est-à-dire qu'est-ce qui vient du compte ticket restaurant et qu'est-ce qui vient en complément de l'argent qui vient de votre compte. Une autre manière de le dire, vous pouvez dépenser 38 € par jour et vous avez été au resto et ça coûte 50 €. Et donc, il y a 38 qui vont venir de votre compte ticket restaurant et 12 qui vont venir de votre compte bancaire général. Et nous, on est capable de traquer en fait ces transactions et ce qu'on est capable de montrer, c'est qu'aujourd'hui, quand vous donnez 1 € d'argent fléché à un consommateur employé français, il va en moyenne dépenser 1,60 € en France. En Roumanie, on est capable de vous dire que c'est 1,80 €. Donc, l'argent fléché a un avantage immense par rapport à l'hélicoptère money, qui est probablement adapté à l'économie américaine, mais pas du tout adapté à l'économie européenne. Pourquoi? Parce que il faut que nos concitoyens européens dépensent, et donc avoir une dette de péremption, c'est la bonne chose. Et deuxièmement, il faut arriver à le cibler vers des secteurs qui ont le plus souffert, la restauration étant un des secteurs. Mais je peux vous parler aussi du tourisme avec le chèque vacances. Le chèque vacances en France, c'est de l'argent qui est donné pour être utilisé pour partir en vacances. Je rappelle que 40% des Français ne partent pas en vacances. Et je vous donne un deuxième chiffre, c'est qu'en France, le montant des chèques vacances, c'est 1,6 milliard qui est émis chaque année. Et nous, on fait du chèque vacances partout dans le monde et on vous dit que le plein potentiel du chèque vacances en France, il est plutôt à 3-4 milliards. Et donc, libéralisons le marché du chèque vacances en France et vous aurez plus d'argent pour que les Français partent en vacances dignement. Et ça va permettre de booster un secteur qui a particulièrement souffert, qui est le secteur du tourisme. Mais la bonne manière de le faire, c'est de le faire par de l'argent fléché. Alors, venons-en maintenant à ce qui est en fait le cœur de notre discussion, ce pourquoi nous sommes là ce matin, cette idée qu'il manque une jambe finalement au plan de relance. Vous l'avez dit très tôt dans la crise, hein, dès cet automne, peu après la présentation de France Relance, vous trouviez dommage, Bertrand Dumazy, que rien ne soit prévu pour encourager la consommation. Certes, vous avez été à la manœuvre parce que par exemple le doublement du plafond quotidien des titres restaurants, c'était une de vos propositions. Idem pour les chèques cadeaux à Noël. Qu'est-ce que l'on peut faire de plus aujourd'hui à travers l'argent fléché pour stimuler une relance par la consommation de manière extrêmement concrète? Quelles sont les propositions qu'aujourd'hui vous, Edenred, vous portez? Ouais. Alors, deux observations avant de répondre à votre question. Première observation, et c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, l'OFCE dit, d'après ses calculs, si 20% de l'épargne accumulée pendant la crise sanitaire est dépensée, la croissance du PIB pourrait atteindre en 2022 6,6 à la place de 4,3. Donc, c'est les 2 points de croissance supplémentaires dont je parlais. Et c'est 20% de l'épargne. Et je rappelle que l'épargne a explosé. En France, c'est passé de 100 milliards à 265 milliards. Donc, l'idée, c'est de faire consommer les Français avec un effet force, c'est-à-dire c'est maintenant que ça doit se passer et dans les 12 prochains mois pour éviter en fait un trou énorme dans l'économie française ou l'économie européenne. Première observation. Deuxième observation, beaucoup de pays en Europe l'ont compris. C'est-à-dire que beaucoup de pays accélèrent leur programme d'argent fléché. Donc je prends la Belgique. C'est pas loin, hein, c'est à 300 km de l'endroit où nous parlons aujourd'hui. La Belgique a créé un titre consommation qui était de 300 € en 2020 et qui sera de 500 € en 2021. C'est pas de l'hélicoptère monnaie. C'est un titre consommation qui dit « je te donne de l'argent, mais il va falloir que tu le dépenses avant la fin de l'année ». Les Italiens, c'est pas loin non plus, c'est à 600 km de là où on parle aujourd'hui. Les Italiens ont décidé de faire passer les dispositifs d'avantage aux salariés qui s'appellent le welfare de 258 € à 516 €. Bref, vous êtes un employeur, vous pouvez donner 516 €. Mais c'est pas de l'argent universel. C'est 516 € pour financer ses dépenses de bien-être. Donc, aller faire du sport ou en mettre un peu plus sur sa mutuelle santé. Et il y a une date de péremption. Très différent d'une prime ou de l'hélicoptère money, où encore une fois, on ne sait pas si ça va être dépensé et où ça va être dépensé. La Suède qui a décidé en 2021 de faire passer le plafond du chèque cadeau
de 1000 couronnes suédoises à 2000, c'est-à-dire passage de 100 à 200 euros. Et puis, si je peux parler du titre restaurant, la valeur faciale, c'est-à-dire combien on peut dépenser tous les jours, explose partout en Europe. L'Autriche l'a fait passer à 8 euros, la Bulgarie, la Roumanie ont augmenté de plus de 30%. Donc bref, je peux vous faire une longue liste de partout en Europe où il y a eu cette compréhension très fine de dire oui, la relance par l'offre ne sera pas suffisante, il faut une relance par la demande, donc par la consommation. Oui, il y a des réserves pour le faire, des réserves, au niveau de l'État, mais des réserves surtout au niveau des particuliers. Et donc, allons-y avec de l'argent fléché et non pas des primes universelles ou de l'hélicoptère monnaie. Donc, ça se passe partout en Europe, ça explose partout en Europe. Votre question, maintenant, elle est qu'est-ce qu'on peut faire en France? Eh bien, en France, on peut faire la même chose que dans les autres pays européens, c'est-à-dire saturons d'abord les systèmes d'argent fléché qui marchent. Et donc, on ne va pas inventer une autre usine à gaz. Donc, nous, on dit, faites passer la valeur du ticket restaurant de 10 à 15 euros. Bam, ça va marcher tout de suite. Deuxièmement, on dit, sur le chèque vacances, ça marche partout en Europe. Et le secteur du tourisme a souffert en France. Allez, on libéralise le secteur du chèque vacances, on le digitalise à toute vitesse et vous verrez que ce marché va croître d'à peu près 100%, je pense, moi, en à peu près 2 ans. L'éco-chèque, il est certain que consommer durablement et de manière plus responsable, c'est une éducation. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas reçu cette éducation ou n'ont pas les moyens ou ne se posent pas la question. Et donc, un chèque éco est probablement une bonne manière de donner envie d'essayer une autre façon de consommer et peut-être d'y prendre goût. Ça n'est pas parfait, ça n'est pas suffisant, mais c'est un bon début. Et c'est ce que nos amis belges ont lancé. Donc pourquoi pas un éco-chèque en France. Et puis, le titre cadeau, où vous avez des réserves d'épargne en France qui sont dans les comités d'entreprise. On les évalue à peu près à 1 milliard qui n'ont pas pu être dépensés. Ce milliard n'a pas pu être dépensé puisque l'industrie du spectacle n'a pas été là. Il faut qu'il soit dépensé rapidement. Cet argent est là. Et donc, comment le dépenser rapidement? Ouvrons les vannes. Et ouvrir les vannes, ça a été fait dans plein de pays. En France, doublons le plafond des titres cadeaux et faisons-le pour la rentrée 2021. Ça a été fait à Noël, et on en avait parlé ensemble. Ça a été fait à Noël. La décision a été implémentée la 2e semaine de décembre, donc très tardivement. Malgré cette décision tardive, il y a eu un surplus de dépenses des réserves des comités d'entreprise qu'on évalue à peu près 300 millions d'euros. Si on s'y prend à l'avance, je vous garantis que ce milliard qui a été thésaurisé va descendre assez rapidement. Bref, il existe des systèmes aujourd'hui en France. Il s'agit de les ouvrir un peu pour que l'épargne des Français ou l'épargne des comités d'entreprise, on va dire des entreprises, soit utilisée rapidement et à bon escient pour qu'on fasse exploser le PNB en France et qu'on reparte tous avec une ambition de croissance forte et une vision positive de l'avenir. Alors, vous avez listé, vous avez devancé ma question suivante, c'était justement quels sont les secteurs selon lesquels il faut inciter à la consommation. Vous avez dit la restauration, le tourisme, la culture, on peut parler de la culture. La consommation. Il y a tous ces secteurs de la grande consommation, je pense par exemple à l'habillement, la chaussure, on en parle beaucoup dans la presse, tous ces secteurs dont la consommation a fortement baissé. Est-ce qu'on peut imaginer des mécanismes d'argent fléché sur certaines familles de produits et je dirais même sur certains types de magasins? Parce que vous le savez, il y a un différentiel très important dans les chiffres d'affaires que l'on constate selon la taille des magasins, la grande distribution versus le petit commerce. Est-ce que l'argent fléché peut, comment dire, conditionnaliser quelque part son fléchage jusqu'à ce point? Techniquement, oui. Et d'ailleurs, on le fait déjà, c'est-à-dire le plafond journalier de dépenses sur les tickets restaurants qui est passé de 19 à 38 euros, il n'est passé que pour les restaurants et pas pour les autres types de magasins donnant accès à l'alimentation, par exemple les supermarchés ou les hypermarchés. Donc cette sélectivité a déjà eu lieu en France pour essayer d'aider ceux qui ont été le plus touchés et qui ont dû fermer leur devanture. Donc techniquement, c'est tout à fait possible. Alors c'est un peu cher, c'est-à-dire que quand vous prenez une carte bancaire avec une transaction universelle, c'est une transaction qui est assez simple et donc qui est facturée assez peu. Quand vous faites de l'argent fléché,
vous êtes sans arrêt en train de prendre le flux d'informations et de l'orienter là où il doit être orienté, avec des vérifications à chaque fois. Est-ce que c'est le bon montant, le bon jour, pour le bon produit chez le bon commerçant? Et donc, ce filtre-là coûte très cher. Donc, mais ça coûte finalement assez peu, hein, par rapport à ce que ça rapporte. Donc, techniquement, c'est tout à fait possible. Après, c'est un pouvoir qui appartient en fait au pouvoir politique de décider où cet argent fléché doit descendre. J'aurais une question aussi peut-être pour préciser ce que vous nous expliquiez tout à l'heure sur l'éco-chèque. Mais quel type de produit est éligible justement à l'éco-chèque? Par exemple, vous avez beaucoup cité l'exemple de la Belgique, ça fait 12 ans je crois qu'ils font Oui. ça. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec un éco-chèque? Alors ça, la décision de ce qu'on peut acheter est une décision qui a été définie par une commission en Belgique et qui revisite régulièrement ce qu'ils appellent des éco-produits. D'accord? Donc, par exemple, vous pouvez acheter une machine à laver, mais il faut que ce soit une machine à laver qui puisse être réparable. Et donc, ils ont dit, bah, nous, on aime bien les circuits de réparation, etc. On aimerait que les Belges apprennent à mieux consommer et apprennent à consommer des produits avec une obsolescence programmée qui n'existe pas ou qui soit longue ou avec des critères de réparation qui fassent que on ne se sépare pas de sa machine après 3 ans. Et donc, vous avez des experts qui se réunissent et qui définissent des listes de produits en disant c'est ça qu'on a envie de pousser. Et donc, quand je dis des produits écologiques, c'est un terme un peu balai pour ramasser en fait un travail d'expert qui est fait en disant bah, voilà les produits qui nous intéressent et voilà les produits qui nous intéressent moins. Alors, par exemple, en Belgique, ils ont beaucoup travaillé sur la mobilité en disant bah, acheter un vélo, par exemple, c'est un produit dit écologique. D'ailleurs, ça existe désormais en France. C'est-à-dire que Edenred a lancé le ticket mobilité, qui est un ticket qui donne jusqu'à 500 € pour acheter des produits de mobilité, dont par exemple un vélo, ou accéder à une mobilité douce tous les jours. Il y a un autre sujet auquel on pourrait penser, le télétravail. Le télétravail s'installe durablement dans les foyers partout dans le monde. Mais il faut avoir un peu de matériel pour bien travailler en télétravail. Eh bien, Edenred a lancé un ticket télétravail jusqu'à 550 € où on reçoit cet argent digital sur un compte et on peut le dépenser pour s'équiper en télétravail. Et on a signé notre premier client qui est le Crédit Agricole et on a un réservoir de clients potentiels qui grossit tous les jours. Pourquoi? Parce que quelle est l'alternative à ça? L'alternative à ça, c'est je vais acheter en tant que salarié du Crédit Agricole un certain nombre de choses dont j'ai besoin pour m'équiper, je garde mes factures, je donne mes factures à la DRH du Crédit Agricole qui dit ça je prends pas, on tamponne et on a une déductibilité fiscale. Là, tout ce process administratif disparaît, vous recevez votre argent digital sur votre téléphone portable et vous achetez en ligne directement les produits dont vous avez besoin. Et si vous l'utilisez pour acheter autre chose que des produits de télétravail, alors la transaction est refusée. Donc voilà une des beautés en fait de l'argent fléché, c'est cette capacité à s'adapter très rapidement aux évolutions diverses et variées. Donc vous avez parlé de l'évolution de comportements responsables ou dits écologiques, mais ça peut être aussi l'adaptation à l'explosion du télétravail. Je crois que notre débat sur le rôle de l'argent fléché dans la relance verte est parfaitement introduit. Merci beaucoup Bertrand Dumazy, le PDG d'Edenred, de nous avoir proposé pour une relance de la consommation à travers l'argent fléché. On a vu l'efficacité potentielle du mécanisme, en tout cas l'efficacité avérée, mais ce que l'on pourrait en faire, on pourrait en faire davantage. Victor Poirier, je crois que c'est à vous maintenant de vous exprimer. Vous allez nous présenter votre panel. Merci beaucoup Dimitri, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce matin pour un débat, une suite de débats sur la question de l'argent fléché et de la façon dont on peut relancer l'économie aujourd'hui. C'est un débat qui est à la fois récent et en même temps assez ancien. Cette question n'est pas nouvelle, mais elle a été remise au goût du jour, notamment grâce aux intervenants que j'ai l'honneur de recevoir à distance ce matin pour faire face à la crise du Covid-19. Encore merci à l'introduction par ailleurs de Bertrand Dumazy qui a pu poser les bases de notre débat. Donc le thème aujourd'hui sera l'argent fléché, un levier pour la relance.
Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Madeleine Perron. Madeleine qui est économiste au Conseil d'analyse économique et puis co-auteur pour Terra Nova de la note Le chèque vert, un instrument de sortie de crise. Bonjour Madeleine. Julien Damon, Bonjour. qui est parmi nous aussi, sociologue, conseiller scientifique de l'EN3S, auteur de nombreux ouvrages, de nombreuses publications pour des think tanks et notamment co-auteur pour l'Institut Montaigne avec Éric Chanet de la note 30 milliards d'euros pour soutenir les populations modestes. Et puis Éric Adam, qui est directeur des relations institutionnelles du groupe Carrefour, qui viendra nous donner le point de vue de la grande distribution. Alors peut-être pour débuter, je vais laisser la parole à Madeleine qui va pouvoir revenir sur la très bonne publication de Terra Nova sur le chèque vert. Ça va nous permettre de lancer nos débats. Madeleine, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, on a dans une note pour Terra Nova pendant l'été dernier développé une idée effectivement d'argent fléché sous forme d'un chèque vert, donc qui s'inspire en partie de l'éco-chèque qui a été évoqué dans l'introduction. Donc avec Philippe Martin, Daniel Cohen, Thierry Pêche et Baptiste Périssin-Faber, on a voulu proposer un instrument qui permette de participer à la réponse au triple défi que nous lançait cette crise sanitaire, un défi économique, un défi social et aussi un défi environnemental. Donc on est dans un contexte de plan de relance à ce moment-là qui n'a pas complètement disparu puisque la crise n'est pas encore derrière nous. C'est aussi un contexte où la question environnementale et les façons très concrètes d'y répondre se poser, notamment avec les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Donc voilà, nous on a voulu participer à ce débat en proposant un chèque vert dont le principe est assez simple, c'est un chèque de 300 € par an pour 15 millions de bénéficiaires parmi les ménages les plus modestes en France, à dépenser pendant un certain temps pour l'achat de biens et de services qui sont vertueux sur le plan environnemental. Ce sera un chèque sans contrepartie et qui serait financé en partie par l'État jusqu'à un certain montant, et ensuite dont le relais pourrait être pris par les entreprises sous forme d'une rémunération proche de la prime Macron, par exemple. Donc, pour détailler un petit peu, le public bénéficiaire, ce serait effectivement les ménages français les plus modestes, mais surtout ceux qui ont été les plus touchés par la crise, ceux qui n'ont pas pu épargner. Donc ça, c'est des travaux du Conseil d'analyse économique qui l'ont montré. Les 20% de ménages les plus modestes n'ont pas pu épargner pendant la crise. Ils ne sont pas, ils n'ont plus de petits matelas à dépenser. Et donc, on a fixé le seuil à 1,3 SMIC pour que l'État finance entièrement ce chèque pour ces bénéficiaires-là. Pour les salariés qui sont entre 1,3 et 1,5 SMIC, ce serait le financement serait entre les entreprises et l'État. Et au-delà, les entreprises pourraient le financer donc entièrement. En ce qui concerne l'État, du coup, ce serait environ 15 millions de chèques à distribuer, donc 15 millions de bénéficiaires pour 4,5 milliards d'euros pour ce dispositif. Donc c'est un signal très très fort, à la fois pour changer les modes de consommation, mais aussi les modes de production. Donc c'est un signal fort pour l'offre, c'est un signal fort pour l'économie verte et en partie aussi pour l'économie locale. 15 millions de personnes, ça fait beaucoup, c'est un très large public, et c'est précisément ce qu'on veut. On veut ça d'une part parce que c'est important donc pour la force de ce signal, mais aussi pour éviter l'écueil de stigmatisation qui peut être souvent accroché à l'argent fléché quand il est destiné aux plus modestes, où on peut avoir honte d'aller dépenser son chèque parce que le chèque est associé au fait qu'on a des faibles moyens, qu'on est modeste ou qu'on est précaire, et on n'a pas forcément envie de le montrer à la caisse. C'est aussi un large public, mais c'est un public qui est le plus éloigné de la transition écologique, faute de moyens plus que de volonté de participer à ça. Donc voilà, c'est un moment aussi qui permettrait de montrer que tout le monde, tous les citoyens peuvent participer à la transition écologique. Ce que n'est pas le chèque vert, c'est que ce n'est pas du tout un dispositif contre la pauvreté. C'est pas du tout suffisant pour lutter contre la précarité induite par la crise ou la très grande pauvreté. C'est quelque chose qui vient en complément ou en plus et qui est beaucoup plus large
que des dispositifs qui viseraient à réduire la pauvreté. Le deuxième grand point de ce chèque vert, c'est qu'il est vert. C'est très important pour nous. Et c'est très important de définir très largement ce qui est vert. Pour nous, c'est vraiment pas se limiter à l'alimentaire, c'est pas se limiter à ce qui est tout à fait bio. Pour nous, la transition écologique, elle va nécessiter, enfin, c'est une nécessité de changer plein de façons de consommer et de produire. Et donc, on veut une gamme très large, à peu près qui est assez proche en fait de ce que l'éco-chèque belge propose, c'est-à-dire à la fois bien sûr du bio, des labels européens, mais voilà, qui concerne tout un tas d'objets et de biens du quotidien, mais aussi par exemple des objets de jardinage qui sont pas motorisés bien sûr, des objets de seconde main, des objets reconditionnés, des services de loisirs qui sont respectueux de l'environnement. Donc voilà, tout ce qui permet d'économiser des ressources, ce qui a un faible impact en termes d'émissions de CO2, en termes de biodiversité. C'est très important que ce soit très large, mais en même temps très sérieusement vert, on va dire. Et ça, effectivement, les comités d'experts sont très bien placés pour le définir. Mais voilà, pourquoi c'est aussi large? Parce qu'on veut une transition écologique qui vise l'ensemble des domaines de consommation et de production. Ça a été très bien montré par la Convention citoyenne, voilà, la transition écologique, elle va toucher à tous les domaines de la vie. Et on a de la marge un petit peu partout. Et le plan de relance et ce moment de relance et de redémarrage de l'économie doit vraiment être un moment qui permet de faire ça. La deuxième raison pour laquelle c'est aussi large, c'est une raison plus économique qui doit viser à éviter les tensions inflationnistes si votre chèque est limité à une certaine gamme de produits, par exemple l'alimentation. Vous allez avoir une tension inflationniste, les prix vont monter sur les produits bio, les produits labellisés, alimentaires. Et donc, sortir la consommation environnementale du domaine de l'alimentation pour montrer que c'est dans tous les domaines de la vie, c'est très important aussi pour ça, pour éviter une montée des prix trop forte sur une petite gamme de produits. La troisième raison d'un dispositif aussi large, c'est pour éviter un deuxième écueil de l'argent fléché, qui est l'écueil qu'on peut dire paternaliste, c'est-à-dire de dire de façon trop dirigiste aux gens ce qu'il est bon de consommer. On considère que les ménages savent très bien ce dont ils ont besoin, que les bénéficiaires sauront très bien dépenser cet argent, qu'ils sont les mieux placés pour savoir comment le dépenser, et que comme la transition écologique permet de toucher à tous les domaines de la vie, ils pourront choisir leur domaine de consommation dans lequel ils ont envie de s'investir de façon plus verte. La dernière raison pour laquelle c'est aussi large, c'est qu'on veut aussi en faire un moment de pédagogie. On a remarqué dans nos travaux, voilà, une faible connaissance des labels, de certains modes de consommation et de production qui sont mal connus. Et donc, on veut aussi montrer qu'il peut y avoir des solutions qui sont économes et écolos dans la consommation, qu'on peut le faire partout, qu'on habite en ville ou à la campagne. Et que voilà, pour nous, ce chèque vert, c'est vraiment un outil qui est peu complexe, qui est populaire, qui est facile à mettre en place, qui est adaptable, et dont plein d'acteurs peuvent se saisir, les entreprises comme les collectivités locales, les départements, les régions, pour en faire un grand moment de changement des modes de consommation et de production. Merci beaucoup, Madeleine, pour cette présentation. Alors, je vais me tourner vers Julien Damon, avec qui on a eu la chance de travailler à l'Institut pendant la crise du Covid. Julien, Madeleine a soulevé quelques enjeux assez importants sur lesquels je pense que tu souhaiterais revenir, que ce soit sur la question du fameux paternalisme, le dirigisme de ces dépenses, la question du vert ou du non vert pour ce type de chèque. Comment est-ce que tu vois l'impact de l'argent fléché pour une relance réussie? Est-ce que le chèque vert est la bonne manière d'y parvenir? Alors, sur les beautés de l'argent fléché, je reprends le propos de Bertrand Dumazy. Il a parfaitement résumé ce que pouvaient être les effets positifs attendus. Ce peut être favorable à l'économie locale, ce peut être favorable à des secteurs qui ont vécu de manière particulièrement
de la crise Covid, qui pourrait vivre de manière particulièrement douloureuse la relance post-Covid sur les secteurs connus, alimentation, restauration, mais aussi bâtiment. Et puis il a surtout mis en avant un très important qui est celui de l'aide aux ménages pour des épargnes, parce que c'est les aider à dépenser, certainement, c'est par là que cela passe, mais c'est l'aide au pouvoir public pour leur permettre aux ménages de consommer rapidement. C'est important dans ces titres de paiement, c'est ce que le président du MASI a baptisé leur date de péremption. Par rapport aux questions que Victor me pose et que Madeleine a traitées, je voudrais dire 4 mots. Alors, ce sera plus que des mots. Le premier, c'est sur le caractère vieux sujet ou serpent de mer du dossier, avec tout ce qu'il amène de débat sur stigmatisation ou paternalisme. Ce sujet, on pourrait trouver des racines encore plus anciennes, mais il a environ une 50aine d'années, avec une allocation particulière, une prestation sociale qui s'appelle l'allocation de rentrée scolaire. Elle a été créée en 1974 et chaque année, au moment où elle est versée, c'est-à-dire à la fin de l'été, au moment de la rentrée scolaire, juste avant la rentrée scolaire, nous avons le même débat. Faut-il verser une prestation monétaire sur un compte en banque de libre usage pour les parents, ils en feront ce qu'ils voudront, ou bien faut-il soit d'ailleurs doter les enfants en équipement scolaire directement, ou alors flécher ces sommes qui sont sous condition de ressources vers les équipements scolaires, les fournitures scolaires dont les enfants ont besoin. Ça n'a jamais été tranché et c'est récurrent. Pourtant, il serait loin de trancher. Mais il n'y a pas que ça comme gros système de chèques, de titres de paiement, de vouchers dans le système français. Il y a évidemment tout ce qui est bien connu du côté titrant, etc. Notre système de protection sociale, l'ensemble ou une grande partie de nos logements correspondent à des titres de paiement. Lorsque ces prestations sont versées en tiers payant, en français c'est plus clair lorsqu'elles sont versées au payeur, c'est un chèque logement. Vous avez depuis lors la création, je dis depuis lors parce que l'allocation de rentrée scolaire, les AL, tout ça c'est les années 70 on va dire, mais vous avez eu création de plein de chèques dans tous les sens, chèque énergie, le Pass Culture, devenu peut-être, l'avez-vous vu, Pass Manga récemment, mais qui connaît du succès avec quelques centaines d'euros pour les jeunes qui peuvent s'acheter des produits culturels. Et même pendant le Covid, il y a eu une accélération du développement de ces titres de paiement du côté associatif, du côté des pouvoirs publics. À chaque fois, c'est mon deuxième mot, reviennent les débats infinis sur le paternalisme et la stigmatisation. Alors, le paternalisme, ça ne se résout pas d'un coup de baguette magique, mais il est vrai que la grande orientation des politiques publiques, avec un autre mot magique qui fait plus chic, c'est les nudges aujourd'hui. Comment inciter à des comportements qu'on jugera plus vertueux, écologiques, sanitaires ou de désépargne, qui est un gros sujet contemporain. Eh bien, je pense que les chèques en la matière n'ont pas plus ou moins de vertu que les sommes qui sont versées à concurrence de milliards d'euros pour permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas très différents en ce sens que l'effort public est le même, mais si l'effort public est dirigé vers des objectifs de comportement, des épargnes rapides, par exemple, le chèque s'impose, à mon avis, comme la solution la plus efficace, le titre de paiement. Revient alors, surgit comme Zorro, un nouveau sujet, un deuxième sujet qui est celui de la dite stigmatisation. Je pense que là, c'est la technique qui permet de ne plus stigmatiser. Vous n'avez pas un chèque sur lequel votre nom est écrit et sur lequel l'entreprise à laquelle vous achetez un service ou un bien va accoler un tampon. Ceci est totalement dématérialisé. Et par dématérialisation, il faut entendre que c'est invisible, potentiellement invisible à l'œil de l'entreprise et du salarié de l'entreprise auprès duquel vous achetez, vous acquérez tel ou tel service ou bien. Pour le dire en une phrase, je trouve que on se fait des nœuds au cerveau, en une autre expression, on se met la rate au courbouillon autour des sujets de paternalisme et de stigmatisation. Troisième mot, alors Terra Nova a fait en effet un travail conséquent, intelligent, etc., sur le chèque vert du côté
Institut Montaigne, Victor le rappelait, nous avons fait un travail intelligent aussi, etc., avec une idée similaire qui consiste à accélérer la relance. On a fait ça en décembre dernier, à un moment où on estimait que il fallait vraiment dépenser les sommes qui étaient annoncées, puisque nos contemporains entendent parler de centaines de milliards d'euros, ils ne voient pas grand-chose, et nous pensions, je pense qu'on le pense toujours avec Éric Chenet, qu'il serait loisible de, aujourd'hui, permettre à nos contemporains de voir rapidement, pas sur leur compte en banque avec l'argent hélicoptère, comme on parlait du Nazi tout à l'heure, mais entre leurs mains, une capacité de pouvoir d'achat orientée, en effet, orientée vers les secteurs qui en ont besoin, ceci afin de ne pas inutilement épargner et ceci afin de soutenir les secteurs dont on pense qu'ils doivent être soutenus. Mon propos là-dessus est de dire que c'est très bien que Terra Nova et l'Institut Montaigne, qui sont, comme vous le savez, pas forcément toujours sur la même longueur d'onde, disons, doctrinale, aient des idées qui se recoupent. Alors, on peut couper les cheveux en quatre, on va parler un peu de couleur rapidement, ce sera mon dernier mot, estimer que ceci doit être plus ou moins vert, avec donc des nuances de couleurs, mais l'idée générale est partagée, vous le voyez, par des gens qui, habituellement, n'ont pas les mêmes fondements dans ce qu'ils pensent être légitime en matière d'intervention publique. Quatrième mot, sur le vert. Alors moi, je crains surtout, alors au-delà du ciblage vert, je crains surtout la multiplication des chèques. Alors ça a été d'ailleurs une critique qui a pu être produite à la période. Donc on aura les chèques verts, les chèques bleus, les chèques roses, les chèques arc-en-ciel, tout ce que vous voudrez, qui pourront acheter tout ce que vous souhaitez, mais de manière alambiquée, avec à chaque fois des cartes Edenred ou autres diverses. Donc on aura un portefeuille qui ne serait plus constitué de billets de banque, tant mieux. On se les ferait voler parce que tout ceci serait protégé par des codes, mais on aurait des portefeuilles contenant des cartes de toutes les couleurs. Je le fais de manière un peu souriante et j'espère amusante pour dire que dans tout ce thème, je pense qu'il faut aller vers des titres fléchés, mais il faut se méfier tout de même d'un pluriel qui fait qu'on ferait tout et dans tous les sens. Je pense qu'il faut prendre des décisions assez fortes. Par exemple, autour de l'ARS, je reviens à ce que je disais au tout départ, il serait bon de trancher une bonne fois pour toutes, et donc des titres fléchés, oui, sur des volumes conséquents, oui, mais attention à l'explosion de gadgets, plus des réformes structurelles importantes. Merci beaucoup, Julien, pour. On va peut-être passer à Eric Adam, donc directeur des relations institutionnelles de Carrefour, qui a un profil particulier dans cette table ronde puisqu'il représente le monde de l'entreprise et notamment le monde de la grande distribution. Peut-être que je vais vous laisser réagir aux deux propos introductifs et nous dire quelles sont les questions que soulève l'argent fléché, notamment dans votre secteur. Entendu. D'abord, bonjour et merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence très intéressante et bien évidemment pour votre invitation à y participer. Effectivement, la thématique du chèque vert, du chèque alimentaire, en effet, prend tout son sens dans le contexte que nous vivons actuellement. Mais je ne souhaiterais pas m'exprimer directement pour ou contre sur ce sujet, étant donné que l'on pourrait me reprocher en tant que représentant de la grande distribution d'être à la fois jugé parti. Je souhaiterais néanmoins partager avec vous quelques remarques concernant ce chèque vert au regard de ce que nous pouvons constater au niveau des modes et des canaux de consommation avec trois grands impacts liés à la crise du Covid. Le premier impact, et cela va faire écho à la notion de paternalisme précédemment évoquée, c'est la volonté des clients de reprendre le contrôle de leur consommation. Cette volonté des clients de reprendre le contrôle de leur consommation, elle est indéniable. Et la pandémie a d'ailleurs accéléré ce phénomène. On le constate sur la transparence, la connaissance du produit. Le consommateur souhaite plus de transparence et d'information sur les produits. Il souhaite ensuite de la proximité, de l'ancrage dans les territoires. Et enfin, c'est sur la liberté de choix. Les consommateurs ne sont pas faits d'un bloc. Il n'y a pas l'achat responsable d'un côté et ce impulsif ou plaisir de l'autre, ni le prix ou la qualité, ni le local contre l'étranger. Toutes ces tendances coexistent pour chacun de nous. Et par conséquent, moi je serais plutôt mesuré sur la notion de paternalisme. Madeleine a même parlé de dirigisme.
je l'entends, mais je pense que le consommateur est malgré tout beaucoup plus mature qu'on ne veut bien l'imaginer. Le consommateur est aujourd'hui beaucoup plus indépendant dans son acte d'achat. Si les consommateurs changent leurs habitudes de consommation, on le voit notamment par ce qu'on appelle le véganisme, le flexitarisme, ils changent également leur façon de consommer. Et avec le développement du numérique, nous passons progressivement d'une consommation de masse standardisée à une offre qui est plus personnalisée, à une offre qui est plus diversifiée. Et c'est ce qui m'amène encore une fois à relativiser cette critique du paternalisme. Le deuxième impact que nous avons constaté, c'est la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et l'attention extrême à la promesse prix. Nous mesurons tous combien la crise et ses conséquences économiques et sociales font du prix un critère immédiat et structurant pour les clients. Et le troisième impact, enfin, c'est l'e-commerce. La crise du Covid est celle qui installe définitivement l'e-commerce au cœur de la distribution dans tous les pays, sous toutes ses formes, que ce soit le drive, la livraison à domicile, et pour toutes les générations. Et c'est ça qui est le plus frappant. L'année écoulée fait faire au secteur de la distribution un bond de plusieurs années dans sa transformation digitale, sans retour en arrière possible. Et ces deux derniers impacts que je viens d'évoquer, la problématique du pouvoir d'achat, l'importance grandissante du numérique, sont intéressants pour éclairer le débat sur le chèque vert et notamment appréhender sa mise en œuvre. Et ce sera mon deuxième point. Quel objectif souhaite-t-on exactement atteindre avec le chèque vert? Et je pense que la réponse à cette question, elle est essentielle, car elle permettra de flécher et de cibler les produits concernés. Est-ce que c'est une aide au pouvoir d'achat, telle que l'allocation de rentrée scolaire? Est-ce que c'est une aide pour permettre simplement à certaines personnes de pouvoir remplir leur caddie? Est-ce une aide pour manger mieux, c'est-à-dire des fruits et légumes par exemple? Est-ce que c'est une aide pour inciter les consommateurs à changer de comportement vers des produits plus locaux ou des produits durables? Et un produit bio acheté via Internet, serait-il éligible au chèque vert ou faudrait-il privilégier les circuits courts? Comme je le disais, la définition de l'objectif poursuivi à travers ce chèque, elle est capitale, car elle nous permettra de mieux cibler le ou les produits, ainsi que les services éligibles à ce dispositif. Et ce ciblage du chèque sera d'autant plus utile, et je m'excuse d'insister autant sur ce sujet, mais parce que ça nous permettra, et ce sera mon dernier point, de vérifier sa comptabilité juridique vis-à-vis des autorités bruxelloises. Et il ne faut absolument pas sous-estimer ce point qui est à mon avis essentiel. Car spontanément, et ça a été dit, quand on pense à chèque vert, on pense à l'achat d'un produit local, d'un produit bio, qui serait jugé moins polluant et plus vertueux. Mais en novembre dernier, nous avons signé avec le gouvernement une charte de valorisation des produits frais et locaux. L'idée était toute simple. Mieux valoriser auprès des consommateurs les produits locaux dans nos magasins. Oui, mais voilà, nous faisons actuellement l'objet d'une enquête de l'autorité de la concurrence qui semble nous reprocher d'avoir cherché justement à valoriser les produits locaux. Et en aparté, l'autorité de la concurrence nous a d'ailleurs avoué que si ça n'avait pas été elle, cela aurait été la Commission européenne. Et en fait, la question est de savoir comment valoriser un produit local dans un marché commun, ouvert et concurrentiel. Et pour faire le lien avec le débat qui nous intéresse aujourd'hui, avec le chèque vert, est-ce que ce chèque vert ne serait-il pas considéré comme une aide d'État ou comme une subvention déguisée pour soutenir la production nationale? Et s'il n'y a pas de critères de localisation, cela voudrait dire que le chèque vert pourrait financer l'importation et l'achat de produits en provenance de l'étranger, sans aucune garantie parfois de transparence et de traçabilité. Et là, il faudra alors l'expliquer à nos agriculteurs, qui ont souvent des règles plus contraignantes que leurs concurrents européens, ainsi qu'aux consommateurs qui souhaitent justement une meilleure information et une meilleure transparence des produits. Dernier point, et peut-être me reprochera-t-on de caricaturer, mais comme vous le savez, le mieux est parfois l'ennemi du bien, et je voudrais juste apporter ma pierre à ce débat très intéressant. En donnant des produits grâce à ce chèque vert, ne risque-t-on pas de dévaloriser les produits et par conséquent de s'éloigner de l'objectif poursuivi? En fait, le problème ne vient pas du produit ou du service lui-même, mais de ce que sa gratuité implique.
et de sa conséquence sur la valeur du produit aux yeux du consommateur. Qu'on le veuille ou non, la gratuité a toujours un prix et le produit une valeur. Ainsi, et ce sera ma conclusion, je pense qu'il est fondamental d'abord de bien définir les objectifs du chèque vert afin de bien déterminer les produits ciblés, selon leur origine, locale, nationale, européenne, ou selon leurs caractéristiques de production, un produit bio, un produit durable. Il serait ensuite nécessaire d'engager une réflexion au sein de l'Union européenne afin de vérifier sa comptabilité avec les règles du marché commun. Et enfin, ce dispositif devrait faire l'objet d'une véritable pédagogie, d'un accompagnement auprès des bénéficiaires pour éviter une certaine dévalorisation des produits ou services bénéficiant du chèque vert, car en cherchant le mieux, on risque peut-être de perdre ce qui est bien et de ce qui pourrait faire tout l'intérêt du chèque vert. Merci de votre attention. Merci beaucoup Eric pour ces nombreux points soulevés. Je me tourne vers Madeleine. Madeleine, il y a eu pas mal d'interrogations, en tout cas de souhaits de compléments de la part d'Eric. Est-ce que vous souhaitez peut-être répondre à ces interrogations? Oui, bien sûr. Déjà, je crois que sur la notion de paternalisme, on s'est pas très bien entendu parce que justement, nous, enfin, on ne veut pas d'un dispositif qui soit trop limité dans les consommations possibles. Et donc, à partir du moment où on a une gamme de choix de produits et de services la plus large possible, on permet justement et on encourage cette indépendance et cette liberté de choix de ceux que vous appelez les clients et de ceux qu'on appelle les bénéficiaires. Donc, je pense que là-dessus, on n'a pas de on n'a pas il y a pas vraiment de sujet. Ensuite, sur les 3 points que vous soulevez de quels objectifs on poursuit, c'est l'intérêt de ce chèque, c'est d'avoir une vision très large. On est dans un moment très difficile, on est dans un moment compliqué, d'avoir des dispositifs simples qui ne sont pas tout à fait des dispositifs alimentaires d'urgence, où ça, il va falloir, je veux dire, il y en a déjà en place et il va falloir sûrement les augmenter, etc. Nous, ce qu'on propose, c'est un truc en plus, un chèque, qui, oui, va être un coup de pouce pouvoir d'achat, mais on veut pas un coup de pouce pouvoir d'achat comme qui soit complètement déconnecté des enjeux aujourd'hui. Et ce à quoi on répond avec le chèque vert, c'est aussi à une volonté de la part de beaucoup de citoyens d'avoir une consommation plus responsable et ce dont vous parliez, une liberté de choix et de pouvoir aller aussi davantage peut-être vers des consommations plus vertueuses pour une partie de leurs dépenses, pas forcément tout, effectivement. Et voilà. Et nous, on va pouvoir encourager ça, on va pouvoir lever la barrière financière de temps en temps pour ça. L'objectif, il est pas. Enfin, vous avez l'air de centrer beaucoup le débat sur la question alimentaire, et pourquoi pas. Mais je pense que nous, on veut un sujet qui soit vraiment beaucoup plus large. Le prix du bio aujourd'hui, il est vraiment très élevé. On veut pas justement contraindre le consommateur à acheter un produit bio alors qu'en fait, il aurait plutôt besoin de quelque chose d'autre. Qui puisse être aussi éco-responsable, qui puisse aussi être vert. Il y a des labels pour, je sais pas, les cahiers à la rentrée, vous pouvez en acheter qui sont labellisés selon des processus de fabrication qui sont plus respectueux de l'environnement que d'autres. Voilà. Donc on veut vraiment s'inscrire dans le quotidien des gens et effectivement pour inciter au changement de consommation, je sais pas, mais au moins pour en faire un moment effectivement d'information et pour lever cette contrainte financière sur une consommation un petit peu différente et en même temps en faire un très gros signal pour le côté plus production d'encourager ceux qui commencent à opérer des transitions vers des modes de production plus propres et plus respectueux de l'environnement. Du point de vue européen, je pense que ça posera pas de souci. Je veux dire, la transition écologique, c'est aussi un objectif européen. L'éco-chèque belge ne s'est pas confronté à aucun souci de ce genre-là. On peut pas, effectivement, peut-être pas inscrire le local directement, mais voilà, ça ce sera aux collectivités locales et de se saisir de ces enjeux-là et de ces sujets. Voilà, nous on veut un dispositif qui soit le plus large possible pour justement intégrer toutes ces dimensions-là. Je sais pas si je réponds aux critiques. Merci Madeleine.
je me tourne vers Julien. Est-ce que tu souhaites réagir aux propos d'Éric? Et j'ajoute peut-être une question à l'intervention d'Éric sur le fameux nudge que tu évoquais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens finalement qui seraient éventuellement moins coûteux d'inciter les Français à dépenser l'épargne qu'ils ont accumulée pendant la crise sur des produits, on va dire en lien avec les tendances actuelles, qui soient verts ou qui soient dans des secteurs qui ont été mis en difficulté durant la crise? Alors, je commence par répondre à la deuxième question. Je ne pense pas qu'il y ait d'idée aussi originale que le développement de l'argent fléché aujourd'hui pour pousser à une désépargne rapide. Si on vous donne des sous, vous pouvez les épargner. Si on vous donne des titres de paiement en vous disant dans 6 mois, ton titre de paiement, il ne vaut plus rien, consomme aujourd'hui, il n'y a rien de plus efficace pour, à mon avis, inciter à la consommation rapide. Est-ce qu'il y a d'autres voies? Je n'en vois pas. Alors, vous pourriez dire, il suffit de diviser les prix par 2, enfin, on va raconter n'importe quoi. Donc, l'argent fléché est une solution magique, mais efficace si on veut aller dans le sens d'une désépargne massive pour ceux qui ont épargné. Autre chose, pour ceux qui n'ont pas pu épargner, c'est d'ailleurs ce qu'on faisait avec l'Institut Montaigne, on estimait qu'il n'était pas illégitime de leur transmettre des chèques consommation qu'on appelait à l'époque des chèques de déconfinement. D'ailleurs, on avait trouvé l'expression. Ce pourrait être par le canal des aides au logement. Les aides au logement, c'est 5,5 millions de ménages qui comptent parmi les plus modestes, sans être uniquement les extrêmement pauvres, et qui n'ont pas forcément pu épargner. Mais il serait légitime qu'il y ait un effort en leur faveur, et la révision récente d'ailleurs des allocations logement, c'est compliqué, permettrait d'être plus contemporain, plus efficace en leur attribuant ces chèques. On était même très précis, puisque toutes les personnes modestes ne bénéficient pas d'allocation logement. Nous voulions passer par le secteur local et les centres communaux d'action sociale qui ont déjà d'ailleurs un brin d'expérience pour certains d'entre eux en matière de titres de paiement fléchés. Ça, c'était pour répondre à la deuxième question de Victor. Je prends sa première question qui porte sur des réactions qu'il souhaite de ma part à ce que Éric a pu dire. Je vais te le faire de manière un peu provocante. Alors, avant de le faire un peu provocante, de manière un peu provocante, je dirais qu'il a absolument raison de rappeler que tout ceci doit s'entendre dans le contexte du droit de la concurrence. Il le met au sens large d'abord dans le contexte européen, mais alors en incise, j'indiquerai que pendant le Covid, le Fonds européen d'aide aux plus démunis a poussé à ce que les pays s'emparent de la solution titre de paiement fléché en direction des plus démunis et singulièrement là dans l'alimentation ou les produits d'hygiène de base. Donc l'Europe n'est pas réactive au titre de paiement fléché, bien entendu. Bon, pour le brin de provocation ou de discussion, je reviens à mes dadas, chacun a ses dadas. Moi, un de mes dadas ici, c'est l'allocation de rentrée scolaire. Vous l'avez saisi, pour ceux qui ont écouté ce que j'ai pu raconter. Cette ARS, pardon Éric, mais elle est baptisée depuis des années aussi l'allocation Carrefour. Alors, et c'est même pas l'allocation Leclerc, c'est parce que Carrefour est naturellement l'entreprise plus performante dans toutes ces matières, mais on l'appelle allocation Carrefour de façon un peu critique parce que précisément les gens vont acheter des choses dont on pense qu'elles ne correspondent pas à ce qui devrait être acheté avec une allocation de rentrée scolaire. L'argent fléché, une nouvelle fois, se comprend. Si vous faites une allocation, très bien, tout le monde fait ce qu'il veut avec ses sous. Si vous faites une allocation de rentrée scolaire, il est assez légitime que les pouvoirs publics qui la financent se disent « Tiens, j'aimerais quand même bien que ces sous soient axés sur la rentrée scolaire. » Mais je vais aller plus loin, et c'est là où je suis peut-être provocateur, c'est que quand j'entendais Éric parler de la grande distribution et de la distribution numérique, donc du e-commerce, j'avais pensé, donc on n'a pas écrit dans le rapport, donc c'est une position très personnelle, qu'il pouvait être loisible, ça ne veut pas dire que c'est juridiquement possible, bien sûr, le droit de la concurrence oblige, ça ne veut pas dire que c'est forcément une bonne idée, que justement ces titres fléchés puissent ne pas être utilisés dans le e-commerce, et donc ne puissent être utilisés que dans les magasins physiques basiques, qui seraient labellisés, qui seraient détenteurs d'une labellisation leur permettant de bénéficier de ces titres de paiement. C'est ce qui se passe pour un des plus grands programmes de vouchers au monde, qui est celui
de ce qui était anciennement baptisé food stamps, d'aide alimentaire, aux États-Unis. Ça ne s'achète pas, ça ne s'utilise pas partout, ça s'achète dans des magasins bien précis. Donc, c'est pas une critique à l'égard de ce que Eric disait, mais c'est pour dire que l'on peut véritablement innover. Si on veut soutenir les producteurs locaux, il y a ce sujet de verdissement de l'affaire. Si on veut soutenir les services locaux, les magasins locaux, ben, on pourrait estimer, pourquoi pas, je livre ça à la discussion et à la controverse, qu'il ne pourrait être utilisé que physiquement, si j'ose dire, et ne pas être utilisé numériquement. Julien, merci beaucoup. Je vais redonner la parole à Eric, peut-être en réaction à ces deux dernières interventions, avec deux points qui paraissent important, peut-être qu'il y en aura un troisième, mais la première, c'est la question de l'allocation plus ou moins ciblée, cette fameuse allocation Carrefour dont parle Julien, et la deuxième sur la question du e-commerce. Je suis très preneur d'avoir votre point de vue, parce que c'est pas un débat qu'on a ouvert pour l'instant, et ça pourrait répondre en partie au sujet du local versus global qu'on a pu évoquer dans ces propos introductifs. Sur l'allocation de rentrée scolaire, appelée l'allocation Carrefour, vous comprendrez bien que pour des raisons évidentes, je ne souhaiterais pas m'étaler parce que je suis à la fois juge et partie, donc forcément c'est un sujet sur lequel je souhaite pas forcément m'exprimer. Pour revenir à ce qu'on disait sur le local et le droit de la concurrence, c'est pas une opposition de ma part, hein, c'est juste un constat. Il y a aujourd'hui des attentes de la société, des attentes des consommateurs qui se traduisent avec des intentions politiques. Mais faut pas oublier les contraintes juridiques. Faut pas oublier les contraintes dans lesquelles les opérateurs, les entreprises exercent aujourd'hui leur activité. Moi, j'attire vraiment votre attention sur la nécessité de regarder vis-à-vis des règles du droit de la concurrence de l'Union européenne, parce que ces règles, elles s'appliquent et pour nous, elles sont contraignantes et on ne les remet absolument pas, on ne les remet pas en cause. Mais j'attire juste votre attention sur les contradictions qui peuvent exister entre les intentions politiques et les contraintes juridiques de l'autre. Sur le numérique, moi je veux bien, mais attention à ne pas aller contre une tendance, et c'est même pas une tendance, c'est une évolution structurelle de la façon dont les gens consomment aujourd'hui. C'était patent, c'était déjà patent avec avant la crise du Covid, mais la crise du Covid a vraiment amplifié, accéléré ce phénomène. Et dans tous les pays, dans toutes les régions dans lesquelles on exerce, pour toutes les activités, hein, je le disais, que ce soit la livraison à domicile, que ce soit dans les magasins, et là c'était vraiment le plus frappant, c'est pour toutes les générations. Je crois que se priver de l'outil du numérique à travers le chèque vert serait, à mon avis, à contre-courant, à revers de ce que l'on constate aujourd'hui dans l'évolution de la consommation. Merci beaucoup, Eric. Madeleine, est-ce que vous avez un point de vue sur cette question du e-commerce, et je rajoute à nouveau une question. Vous aviez évoqué dans votre propos introductif le fait de faire confiance aux citoyens qui sont, selon beaucoup d'études d'ailleurs, les plus à même de savoir ce dont ils ont besoin si on leur donne de l'argent. Comment est-ce qu'on arrive à avoir d'un côté quelque chose de vert et de l'autre quelque chose qui puisse être justement suffisamment ouvert au choix pour que le citoyen ne soit pas trop orienté par la manière dont le chèque est défini? C'est peut-être deux questions qui sont séparées mais qui se regroupent finalement, notamment sur la partie environnementale, parce que j'imagine que le e-commerce aujourd'hui a peut-être un impact différent sur l'environnement. C'est vrai que c'est pas une question qu'on a fondamentalement traitée dans la note sur la question du e-commerce. Moi, j'y vois pas comment dire, à partir du moment où l'ensemble des biens et des services éligibles au chèque vert est bien défini, que les sites de e-commerce en sont partenaires et qu'il y a un contrôle sur quels produits sont éligibles, lesquels ne le sont pas. Je pense qu'on n'a pas besoin d'exclure de fait le e-commerce, d'autant qu'il y a quand même
certaines activités qui s'inscrivent dans la transition écologique. Alors je parle pas forcément des grands géants, mais les entreprises de reconditionnement, les entreprises de réparation, il y a beaucoup de choses qui se font qui se font en ligne. Pourquoi pas aussi pouvoir s'offrir avec le chèque vert des formations pour apprendre à jardiner de façon éco-responsable en ligne, etc. Donc je refuse, enfin je pense qu'on n'a pas de raison claire de refuser Internet et le e-commerce là-dessus, mais c'est vrai que ça doit faire partie de la réflexion pendant la mise en place, si mise en place il y a, bien sûr. Et donc sur la définition, nous on propose des choses qui sont très carrées. On propose sur la définition des produits éligibles. On n'invente pas l'eau chaude. On s'appuie sur des labels qui sont la plupart du temps européens. Donc là-dessus, si vous avez un label qui ne rentre pas dans ces critères-là, le produit est pas éligible. Et puis on est à peu près sûr de la qualité des produits labellisé. Après, le label, ça fait pas tout, effectivement. Donc, on aurait ça. Et on aurait aussi les modes de production et de consommation qui sont reconnus comme par les experts comme viables d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire les produits avec des indices de réparabilité forts, des produits à faible consommation d'énergie, tout ce qui est de l'ordre de l'autoconsommation et du jardinage respectueux de l'environnement. Enfin, toutes ces choses-là, c'est pouvoir proposer aux citoyens, s'il veut acheter quelque chose ou s'il avait un projet, de pouvoir le faire de façon verte, en fait. Et donc, et peut-être de lui donner des idées qu'il n'aurait pas eues sans ce moment-là et sans ce chèque-là, et de lui donner la possibilité de le faire et de participer à ce moment qu'est la transition écologique et d'y réfléchir tous ensemble. Et juste une question complémentaire, Madeleine, est-ce qu'on peut imaginer des éventuels effets d'aubaine, alors que ce soit de la part des producteurs de ces produits assez ciblés, qui pourraient se dire, voilà, il y a de nombreux chèques qui ont été versés à des citoyens et qui vont être dédiés à tel ou tel projet, à tel ou tel produit, pardon, et donc est-ce que les prix n'auraient pas tendance à augmenter, alors même que l'idée initiale est quand même de favoriser l'achat de produits vertueux et accessibles. Ouais, c'est là où le fait d'avoir défini une gamme très large de produits va probablement éviter un petit peu cette tension inflationniste, justement, et c'est tout l'intérêt de ne pas le cibler sur l'alimentaire uniquement. Au contraire, c'est plutôt d'inciter les producteurs, ou parce qu'il y aura beaucoup de concurrence entre les différents produits écologiques, à les mettre en avant, à les présenter davantage, et tout ça sans augmenter le prix. C'est le but d'avoir une gamme très large de produits, de produits qui sont aussi de façon très sérieuse estampillés comme bénéfiques à l'environnement. Merci beaucoup, Madeleine. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. Je vais peut-être donner la parole à Julien pour un mot conclusif. On peut avoir peut-être 30 secondes par personne avant de laisser la place au prochain panel. Julien, un petit mot de la fin. Bon, un petit mot de la fin, c'est sur le budget des pauvres, parce qu'on a évoqué ça en incise à certains endroits. Je pense qu'il y a 2 éléments à avoir à l'esprit. Il y a un élément qui est de réfléchir moralement. Est-ce qu'il est bon ou non que telle ou telle personne achète telle ou telle chose? Parfois, c'est peut-être de l'alcool, des joints, tout ce qu'on veut. C'est bien ou pas, de son point de vue, du point de vue des gens qui observent. Et il y a un sujet économique. Sur le budget des pauvres, je sais que la mode ces temps-ci est de dire que les pauvres gèrent très bien leur budget, ils gèrent leurs contraintes, mais il y a des préférences pour le présent qui sont dans leurs contraintes peut-être, et qui font que on ne peut pas dire que la pauvreté soit toujours un environnement qui vous conduise à optimiser des budgets aussi contraints soient-ils. Ceci simplement pour dire que des dépenses fléchées sont particulièrement utiles pour ceux qui ont des budgets contraints. Merci beaucoup, Julien. Est-ce qu'Éric souhaite prendre la parole pour un dernier mot?
Oui, merci Victor. Tout d'abord, pour vous remercier pour l'organisation de cette conférence. Ensuite, pour rappeler ce que disait Madeleine et qui me semble très intéressant, c'est que effectivement, plus le dispositif du chèque vert sera large et plus ce sera simple et pratique. Et enfin, concernant le budget des pauvres, c'est une évidence. Hein. On constate une vraie problématique liée au pouvoir d'achat et c'est ce qui donne tout son sens à ce chèque vert ou à ce chèque alimentaire. Merci beaucoup. Est-ce que Madeleine, alors je vous ai posé une dernière question, mais est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot sans question de ma part? Merci. Non, oui, merci pour l'organisation du débat et puis on va continuer à proposer et à essayer de fédérer autour d'une proposition chèque vert pour la suite. On poursuivra nos discussions peut-être sans les caméras. Merci en tout cas à vous, Madeleine, Eric et Julien pour cette table ronde très intéressante. Et je vais passer la parole, me semble-t-il, à Jean-Hervé Lorenzi pour une deuxième table ronde, cette fois-ci sur les secteurs à cibler dans le cadre de l'argent fléché. Merci à vous trois. Merci. Merci. Bien, bonjour. J'imagine que mes deux camarades de jeu sont présents. Il s'agit... oui, donc je les salue et je leur dis un grand merci d'avoir participé. Alors moi, je suis très heureux ce matin parce que, pour deux raisons. D'abord, pour trois raisons. La première, c'est que vous soyez tous les deux là. La deuxième, c'est que alors c'est très, très égoïste que je vais dire, mais j'ai sorti hier un livre qui s'appelle La Grande Rupture et qui porte sur les relations entre Keynes et Schumpeter et donc l'offre et la demande. Et bien évidemment, dans la réflexion que nous aurons à avoir dans les mois et années qui viennent, au-delà de la reprise d'activité pour lequel il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel pour voir qu'elle sera importante dans les mois qui viennent, mais c'est évidemment, l'avenir est beaucoup plus compliqué que ça. L'idée que, au fond, un peu comme des gens qui n'ont une seule partie du cerveau, on est soit du côté de la demande, donc on est très, très soucieux des problèmes j'allais dire, de pouvoir d'achat, soit on est très soucieux de l'offre, la compétitivité, de la technologie. Les deux choses sont vraies, mais ce qui est un peu compliqué, c'est d'arriver à équilibrer les deux. Et donc, inutile de dire que je trouve que c'est top. Je rajoute que le fait de travailler pour le Service économiste avec Terra Nova et avec l'Institut Montaigne, c'est un bonheur absolu. Donc, la journée démarre très très bien et un grand merci. Deuxième remarque, juste pour lancer la discussion, j'ai un petit souci, mais qui est normal. Quand on parle d'argent fléché, Dieu sait si ce débat est très très important et je trouve très porteur. En réalité, on traite de plusieurs sujets différents, me semble-t-il. On a évoqué le chèque vert et je trouve que le chèque vert est une illustration parfaite de l'ambition, à la fois une espèce d'effet de relance pour des activités qui sont des activités soucieuses d'environnement. Deuxième aspect, relance de la consommation. Donc ça, c'est aussi très positif. Et troisième aspect, une attention particulière à ceux qui ont des besoins et des difficultés majeures, les pauvres, qui restent quand même l'espèce de trou noir de la société française, les 9 millions de personnes qui sont concernées par ces phénomènes de pauvreté. Mais vous savez, moi je suis un économiste un peu borné, c'est vrai que je suis à la fois bluffé par l'idée qu'on ait un objectif triple, et vous vous souvenez, il y avait la règle de Tinbergen qui disait que 2 objectifs, on ne peut pas en faire plus. Donc je suis à la fois à fond pour, et je me dis que derrière, il faut qu'on fasse très attention sur cet argent fléché, à de l'argent fléché qui est destiné à des secteurs, ça va être l'objet de notre discussion, et de l'argent fléché, et à mon avis, et d'ailleurs les chiffres sont là pour le prouver, c'est peut-être plus important, qui sont destinés à des groupes sociaux. On voit bien que dans la démarche de Terra Nova, qui est une fois de plus très intéressante, pas du tout une critique, je trouve ça top, mais on touche à la fois le secteur et les groupes. Le secteur, c'est tout ce qui concerne l'environnement, les groupes sociaux, le groupe social, c'est les pauvres ou les gens en grande difficulté. Et on a une petite difficulté. Cette confusion, là d'ailleurs, de manière très frappante, dans l'histoire américaine,
comme quoi on n'est pas du tout les seuls à y réfléchir, sur la vaccination, où on donnait de l'argent aux gens qui se faisaient vacciner. Donc ça, c'est vraiment destiné à un produit, en fait, ou un secteur d'activité qui correspond à un souci sanitaire. Donc on a deuxième objectif, un, le secteur d'activité, deux, le souci sanitaire, trois, le chèque était destiné à tout souci d'acquisition de la part des problèmes de consommation des uns et des autres. Donc, on passe de l'un à l'autre en permanence et je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à ça. Dernière remarque avant de laisser la parole à mes deux camarades, en commençant peut-être par Eric Woerth, qui a une grande expérience de ce qu'est l'argent public, parce qu'il faut quand même aussi le faire entrer en ligne de compte, parce que l'argent fléché, c'est toujours de l'argent qui, au fond, a toujours un soutien public. Je voulais dire qu'on le fait déjà beaucoup. On le fait pour le vélo électrique, on le fait pour les véhicules électriques d'une manière générale, on le fait pour toute une série de sujets. J'ai trouvé que l'année dernière, l'idée qui a été lancée par Edenred et par Bertrand Dumazy était absolument top sur le ticket restaurant. J'ai été vraiment partie prenante de cette idée. Je trouvais qu'elle était très astucieuse, mais il faut bien qu'on voit aussi que cette idée d'argent fléché, quelle que soit sa destination, quelle que soit sa définition, doit être bien liée à la période de consommation et la période de la conjoncture. On a une conjoncture qui va rebondir. Là, je parle des mois qui viennent. Je rappelle que on a quand même un petit problème qui est que chaque fois qu'on met 1 euro dans la consommation, il y a 30% qui partent pour les importations. Et quand on parle des biens durables, c'est 80%. Donc, il faut faire très attention à l'idée qu'il y a aussi des contraintes dans notre pays. Tout ça pour dire que le sujet est un peu compliqué. C'est donc une introduction traditionnelle. Messieurs, je vous laisse maintenant la parole, peut-être en commençant par Eric, s'il en est d'accord, sur ce thème, et en le remerciant au nom des 3 institutions. Je mets Terra Nova, Montaigne et le Cercle des économistes en le remerciant de commencer son premier commentaire sur le thème, puisque nous avons, je crois, une demi-heure ou 3 quarts d'heure pour parler de tout ça et trouver les secteurs. Oui, enfin, est-ce que le micro est branché? Parce que je pense que j'ai pas la main, donc c'est branché? On m'entend? Est-ce que le micro est fléché? Oui. Très bien. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous, bonjour Jean-Hervé, merci pour cette invitation et aussi pour cette introduction qui va, me semble-t-il, à l'essentiel. Bon, je suis un spécialiste des finances publiques, volontairement ou à contre-cœur, je ne sais pas. En tout cas, je suis un spécialiste des déficits publics, et c'est ce qui me désole. Alors que aujourd'hui, il y a au fond beaucoup d'épargne, ça c'est la bonne nouvelle. En tout cas, c'est une formidable réserve de croissance, et puis un manque de croissance à l'issue de cette crise qu'il faut évidemment combler. C'est ce fameux rebond, et plus que le rebond, c'est la création de nouveaux vecteurs de croissance, et d'une augmentation de la croissance potentielle, c'est-à-dire grosso modo d'avoir une croissance qui durablement sera plus élevée que ce qu'elle était avant la crise. Alors évidemment, la dépense publique a joué un rôle considérable dans cette crise, un peu partout, tout le monde le sait, et je ne vais pas revenir là-dessus. Les dépenses publiques de crise, comme les dépenses publiques d'ailleurs d'une manière générale, les budgets, sont des budgets qui sont fléchés, contrairement aux recettes. Moi, j'avais proposé, et je reproposerai encore, qu'on puisse flécher un tout petit peu de recettes publiques. Je pense par exemple à l'impôt sur le revenu. Je trouve que ce serait pas mal que, sur 5% de l'impôt sur le revenu que vous payez, 5 ou 10, les contribuables puissent à un moment donné décider de l'affectation de cet impôt sur des grandes politiques publiques. Mais je ferme la parenthèse. Donc l'argent, il est de toute manière fléché. Le surplus d'argent dans un plan de soutien, dans un plan de relance, dans un plan d'urgence, dans un plan de transition, il doit aussi l'être. Et on a vu dans la crise d'ailleurs qu'il a été de plus en plus. La première partie de la crise, ça a été un fléchage
selon la nature de ceux, selon la nature de ceux qui reçoivent cet argent, les entreprises, des petites, les moyennes, les grandes, le chiffre d'affaires avant, le chiffre d'affaires pendant, enfin, bon, des critères de sélection pour accéder à des dispositifs qui étaient au fond des critères de nature. Quel que soit ce que vous fassiez, en dehors des boîtes qui étaient fermées, vous avez accès à une grande partie du fonds de solidarité. C'est vrai pour les ménages aussi, beaucoup en fonction du revenu, telle augmentation ou tel fonctionnement supplémentaire des minima, de minima sociaux ou d'allocations ou de primes supplémentaires. C'est vrai également dans le domaine de la fiscalité, des exonérations de charges sociales ou de fiscalité qui ont fonctionné beaucoup en fonction de la taille des entreprises, grosso modo les grandes n'y ayant pas accès et les petites ou moyennes y ayant accès. Je pense que ça a bien marché, qu'il fallait le faire parce que ça avait un mérite qui était la simplicité. Donc premier point sur le comment, du fléchage d'une partie de l'argent public, c'est la simplicité. Faire en sorte que tout le monde comprenne, au moins ceux à qui ça s'adresse, comprennent assez vite comment ça marche. Sinon, il y a des retards à l'allumage, des modifications éventuelles faites par l'État qui obscurcissent beaucoup l'utilisation de cet argent. C'est un argent qui n'est utile que s'il est utilisé, et donc l'utilisation doit être compréhensible par tous. L'autre point, c'est qu'on est allé de plus en plus vers un fléchage plus sectoriel de cet argent, qui n'était pas totalement absent de la première partie du confinement, grosso modo le premier semestre de l'année dernière, mais qui n'en était pas le principal. Donc et plus on est allé vers la relance, plus à ce moment-là, l'État a décidé de flécher, de diriger l'argent vers des secteurs. Je pense qu'encore une fois, il a eu raison de le faire, au risque cependant, bien sûr, de compliquer l'accès à cet argent. Et là, la question, elle est simple pour l'État, qui est plus compliquée à résoudre, mais enfin, en tout cas, la question, elle est simple, c'est de se dire, cet argent, il est ciblé, et il est ciblé pourquoi? Pour représenter non plus des mesures de soutien, mais pour accélérer la transformation d'un certain nombre de secteurs qu'on considère comme des secteurs d'investissement fondamentaux. Que ce soit sur les microprocesseurs, que ce soit sur toutes les technologies, l'hydrogène, l'énergie et plein d'autres, la robotisation, l'intelligence artificielle, enfin, tous ces sujets dont le cercle des économistes nous dit à juste titre depuis des années que la France est en retard par rapport à d'autres pays. Et ce retard, c'est un retard de croissance, c'est un retard de potentiel de croissance, une croissance perdue et souvent définitivement perdue. Donc il ne faut pas louper le train, il passe pas en général plusieurs fois en fonction des technologies. Donc cet argent a été fléché et plutôt bien, donc mais avec des complexités, me semble-t-il, d'accès qui ont été assez importantes et qui le restent parce que il n'y a pas beaucoup et pas souvent d'unité du donneur. On peut avoir affaire à une agence de l'État, on peut avoir affaire à l'État lui-même. En fonction de la taille de l'entreprise, on peut avoir affaire aux autorités départementales ou régionales. Donc bref, ça manque un peu de simplicité. Le deuxième élément, en dehors des secteurs d'activité, dont je le rappelle, l'idée est qu'ils constituent des réservoirs de croissance qu'il faut booster. Le deuxième élément, c'est de bien faire la différence entre les dépenses d'investissement et les dépenses de stricte consommation. Les dépenses de consommation doivent être évidemment incitées. On doit dire aux Français dépensez votre argent, vous en avez épargné beaucoup, et notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'argent public, mais vous devez évidemment faire sortir cet argent dans la consommation et si possible pas uniquement dans la consommation de biens importés. Mais la dépense d'investissement, c'est moins clair. Et je pense que nous manquons beaucoup d'investissements, que les entreprises auront du mal à investir. Alors, il n'y a pas de catastrophisme pour l'instant, mais l'endettement d'aujourd'hui complique l'investissement de demain. Cet endettement, il a été utilisé en partie pour survivre et qu'il y a encore besoin d'utilisation très précise d'argent. Et je pense par exemple au renforcement des fonds propres. Il y a pas mal d'initiatives qui sont prises. Moi, j'appelle à des initiatives depuis maintenant plus d'un an, depuis avril de l'année dernière, 2020, pour que on pense bien à un moment donné
d'une logique de pur soutien et une logique au fond de durabilité des fonds propres par rapport à la dette dans l'entreprise. Les dépenses qui ont été fléchées, donc elles doivent être faciles, vite comprises, facilement utilisables. Elles doivent donner un avantage clair. L'impact doit être mesuré. Sinon, ben voilà, on perd évidemment tout effet d'expérience, notamment pour les crises futures. Et les avantages doivent être clairs pour celui qui utilise. S'il a le sentiment d'être repris par derrière par de la fiscalité ou par je ne sais quelle mesure, ou par des délais qui sont impossibles à tenir, ça ne marche pas. Non, je donne des exemples d'avantages clairs. Changer sa chaudière pour avoir une chaudière plus performante, il y a pas mal d'argent qui est mis là-dessus sur tout ce qui est rénovation thermique des logements, c'est une bonne chose. Le bonus sur l'automobile, tu en parlais, sont évidemment quelque chose de très bien et de très clair. L'augmentation du plafond des titres restaurants, tu parlais d'Edenred, Jean-Hervé, c'est évidemment une idée simple. Alors l'État l'a refusé. J'ai présenté des amendements au PLFR1 il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. L'État l'a refusé, et je pense, pas à juste titre, si je peux dire sans jeu de mots. L'augmentation des titres restaurants, c'est quelque chose de très fléché, ça va vers les restaurants, pas vers les supermarchés, et on voit bien qu'il y a un partage des charges entre les entreprises et les ménages. Des chèques consommation ça n'a pas été réellement fait. Ça aurait pu l'être. Aujourd'hui, c'est trop tard et probablement même aurait pu être de façon évidemment là aussi très très ciblée. On a mis quand même, je pense qu'il y a des fléchages qui devraient être faits, qui ne sont pas faits, et je vais bientôt terminer, et qui ne se disent pas fléchage, mais qui en réalité sont bien des fléchages vers la consommation. La prime Macron en est un. Il y a des avantages fiscaux et sociaux, c'est bien des dépenses, c'est des dépenses fiscales. C'est une dépense fiscale qui est fléchée, c'est d'aider les entreprises à distribuer un peu plus pour que cette prime soit plus vite consommée. Les catégories de Français sont des catégories sociales dans les cibles, c'est évidemment là où la consommation se fait. L'État n'a pas, pour faciliter la circulation de l'argent, peut-être dû, et je pense qu'il faut créer, mais je l'ai dit, des fonds d'investissement, en tout cas, et garantir des crédits sur les fonds propres. J'ai des gros doutes sur 2-3 choses. Sur la TVA, on a beaucoup parlé de la baisse de la TVA comme vecteur de consommation. Moi-même, j'étais hésitant là-dessus. Je pense que ça se perd un peu dans les circuits. On ne sait plus très bien où ça va. Et j'ai un gros doute sur la monnaie hélicoptère telle que elle revient du jour, qu'elle soit banque centrale ou pas banque centrale. Je pense que la distribution de chèques par la banque centrale, alors dans un pays comme la France, c'est assez redondant parce qu'il y a tellement de chèques qui sont distribués que ça n'a pas beaucoup de sens et ça crée une instabilité supplémentaire ou une insatisfaction supplémentaire et ça fragilise les banques centrales. Voilà quelques éléments mis à la discussion. Merci beaucoup, Eric. Et je dois dire que je partage beaucoup. Derrière, tu as employé un mot qui me paraît essentiel, c'est que on va passer cette période de quelques mois où il y a un rebond, évidemment. Et le rebond est d'autant plus fort que la chute a été forte. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour s'en rendre compte. En revanche, ce qui est très important, c'est ce qui va se passer dans les 12 mois qui suivent après, enfin ce qui va suivre, comment est-ce qu'on remet la croissance potentielle. L'objectif, c'est pas de retrouver la France de 2019, c'est-à-dire 9 millions de pauvres, des chômeurs, à plus savoir qu'en faire, c'est d'augmenter la croissance potentielle, et donc c'est à ça qu'il faut réfléchir, et c'est à ça que tu nous as conduit à réfléchir, et tout à l'heure, quand on va tirer des conclusions, parce qu'il va falloir tirer des conclusions, ce sont des éléments qui sont majeurs. Je cède maintenant la parole à Patrick Martin. Vous savez que c'est le président délégué du MEDEF. C'est un homme à la fois sympathique et très compétent. Et donc, là aussi, oui, il faut faire des compliments quand on anime une table ronde. Si on ne fait pas de compliments, ça va pas du tout. Et donc, cher Patrick, on continue. Puis après ça, on essaiera de préciser un peu ce qu'on peut dire comme conclusion, parce que, en réalité, on a une mission lourde, c'est définir des secteurs ou des populations.
Donc, je te cède la parole, Bonjour. cher Patrick. Bonjour Jean-Hervé, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Je crois que dans cette période où il y a beaucoup d'irrationalité, c'est pas inintéressant de poser des faits. Alors le premier, Eric l'a fait avec toute l'expertise qu'on lui connaît, c'est le délabrement des finances publiques, hein, qui, moi, je ne me prête pas aux exercices théoriques en matière d'économie. C'est quand même de la fiscalité latente, et c'est pas des cadeaux que l'on lègue aux générations suivantes. On ne peut pas faire abstraction de ce délabrement des finances publiques. Le deuxième point, c'est que là aussi, très factuellement, le pouvoir d'achat des Français en moyenne, non seulement n'a pas baissé contre toute attente l'année dernière, mais il a légèrement augmenté. Alors l'activité partielle y a largement contribué. Mais ça se traduit par quoi? Ça se traduit à ce jour, nous au MEDEF, on regarde ça, on surveille ça comme le lait sur le feu. Ça se traduit par une reprise extrêmement vigoureuse de la consommation. Moi, j'ai refait le point hier soir avec Philippe Brassac, qualité de président de la Fédération bancaire française. Tous les indicateurs convergent, les transactions par carte bleue, le niveau d'endettement des ménages, on surveille singulièrement nous au MEDEF le niveau d'endettement des entreprises, qui est tout sauf catastrophique à ce jour, en moyenne, mais il en va de même pour les ménages. Je raisonne bien toute population confondue. Alors évidemment, ça n'exclut pas qu'on ait une attention et un traitement particulier pour les populations qui ont été les plus touchées, les précaires, les jeunes, les étudiants singulièrement, pour lesquels il y a probablement lieu d'imaginer de mettre en œuvre des dispositifs de soutien temporaire un peu renforcés. Dans ce débat, il me semble qu'il y a des angles morts extrêmement lourds. La meilleure solution pour régler des problèmes de pouvoir d'achat, c'est déjà de créer de l'emploi. On est dans cette période où l'activité redémarre donc de manière extrêmement vigoureuse. On est confronté à une situation qui préexistait à la crise Covid, mais qui s'est exacerbée pour des raisons qu'on a du mal à analyser, qui sont probablement en bonne part psychologiques. On est confronté dans tous les secteurs d'activité, à tous les niveaux de qualification, à une réelle pénurie de main-d'œuvre. C'est absolument aberrant compte tenu de la situation du marché de l'emploi. Alors c'est multifactoriel, comme disent les gens chics. Hein. Ça renvoie, j'ai bien compris que c'était pas le lieu d'en parler, mais ça renvoie quand même à la réforme de l'assurance chômage. Plus fondamentalement, ça renvoie au sujet de la formation et des compétences de formation depuis le primaire. Hein. Mais là, j'évoque plus particulièrement la formation professionnelle. On est en cours de réflexion avec les organisations syndicales pour améliorer les dispositifs existants sous contrainte financière, là aussi. C'est un peu la quadrature du cercle, mais on ne désespère pas de la résoudre. Il y a un deuxième sujet, quand on parle de pouvoir d'achat, mais ça dépasse le seul cadre du pouvoir d'achat parce que ça a des conséquences, y compris sociétales majeures, qui est le sujet du logement, qui est totalement sous-estimé dans le débat public, alors même qu'on le sait tous, Jean-Hervé le sait mieux que quiconque, le logement, c'est le principal poste de dépense des ménages français, et plus on descend dans la hiérarchie des revenus, plus le poids relatif du logement est important. C'est plus du tiers du budget des ménages modestes. En regard, on est en train d'organiser, sans le vouloir, mais quand même, on est en train d'organiser ou d'exacerber d'ailleurs une pénurie de logements, et singulièrement de logements sociaux, qui est absolument effrayante. C'est pas de la seule responsabilité de l'État, hein. C'est souvent de la responsabilité des collectivités locales autour de la disponibilité du foncier. Mais on est donc en train d'exacerber ce problème central pour le pouvoir d'achat, d'une part en créant dans le cadre de la loi climat et résilience autour du zéro artificialisation nette, dont on voit bien et dont on partage la philosophie, mais qui en pratique va avoir des conséquences malthusiennes terribles. Vous rapprochez ça de l'attitude d'un certain nombre d'élus locaux de tous bords, à vrai dire, mais singulièrement parmi ceux qui ont été élus aux dernières municipales dans certaines grandes agglomérations et qui ouvertement disent ne pas vouloir densifier l'urbanisme. Et donc, immanquablement, je dirais mécaniquement, ça va contribuer à ce que l'offre de logement se rétracte encore. Il y a 70% de la population qui est éligible
au HLM ou au logement intermédiaire. Il y a des files d'attente qui vont de 4 à 8 ans pour accéder à un logement social dans bon nombre d'agglomérations. Donc, augmenter les revenus, c'est une chose, diminuer les dépenses, c'en est une autre qui nous paraît finalement au moins aussi saine. Et je voudrais apporter un troisième éclairage un peu critique à ce débat sur le pouvoir d'achat. On est en train là aussi de mettre en œuvre des dispositions qui sont éminemment respectables dans leur finalité, mais qui ont des effets pervers terribles quant aux revenus et au patrimoine d'ailleurs des ménages, et singulièrement des ménages les plus modestes. Je vais évoquer quoi? Je vais évoquer par exemple le verdissement des flottes automobiles, l'électrification des flottes automobiles. Les ZFE, là aussi, je ne conteste pas la finalité, je parle bien des modalités. Les ZFE, ça va conduire à ce que beaucoup de ménages modestes soient obligés soit de se priver d'un véhicule particulier, soit de le remplacer. Alors bien évidemment, ici et là, il y a des subventions qui sont mises en place. On ne sait pas très bien qui sera éligible à ces subventions, mais il y aura de toute façon un reste à charge pour ces ménages modestes, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Et je finis les illustrations en parlant de la rénovation énergétique des logements, qui est en soi, on le sait tous, un enjeu environnemental considérable. Eric y a fait allusion tout à l'heure. Quand vous regardez les dispositions qui sont prévues, avec interdiction à un moment donné pour des particuliers de louer ou de vendre des logements s'ils ne sont pas conformes à certaines réglementations thermiques, ça engage des budgets importants et il est dit, mais écoutez, l'État mettra en place des prêts qui vous permettront de financer ces rénovations qui peuvent représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un logement et ces prêts seront remboursables le jour où vous céderez le logement. Moi, je suis désolé, quand vous mettez 30 000 euros pour rénover un appartement luxueux à Paris, c'est un coût marginal dérisoire. Quand vous mettez 30 000 euros pour rénover un pavillon à Pontivy ou à Aubusson, vous pouvez être sûr d'une seule chose, c'est que le jour où vous le vendrez, vous ne retrouverez pas, vous n'aurez pas une plus-value à hauteur des travaux que vous aurez engagés pour la rénovation thermique. Donc tout ça crée un effet richesse, tout ça porte atteinte au patrimoine et le cas échéant aux revenus des ménages. Ce que je veux dire par là, c'est que il nous appartient à tous de mettre en cohérence les politiques publiques, de mettre en cohérence entre les différents échelons de décideurs publics, l'État, les régions, les départements, les communes ou le bloc communal plus globalement, et puis de mettre en cohérence des dispositions qui pour les unes contribuent à augmenter le pouvoir d'achat, mais pour d'autres contribuent à altérer le pouvoir d'achat et le patrimoine des ménages. Et donc il faut qu'on ait la big picture sur tous ces sujets-là. Donc moi, mon idée, en tout cas ma thèse, hein, c'est de dire qu'il n'y a pas lieu de relancer la consommation actuellement, nonobstant ce que rappelait Jean-Hervé, c'est-à-dire sur l'effet que ça a immanquablement, compte tenu de l'état du dispositif productif français, l'effet que ça a immanquablement sur les importations, qu'en revanche, il faut soutenir et les ménages et surtout les entreprises pour les accompagner dans la mutation profonde des modèles économiques autour de la digitalisation, autour du verdissement de l'offre. Je cite un exemple. La disposition, semble-t-il, va être supprimée, en tout cas pour partie supprimée. Dire il faut mettre des ombrières et des panneaux photovoltaïques sur tous les parkings de grande surface et par ailleurs végétaliser toutes les toitures, c'est 13 milliards d'euros de dépenses pour le secteur concerné. Quel est le coût de la tonne de CO2 évité en installant des ombrières sur les parkings et en végétalisant les toitures, hormis les contraintes techniques parfois insurmontables que ça peut créer. Le coût de la tonne de CO2 évité est absolument hallucinant. Donc voilà, posons-nous les bonnes questions, apportons les bonnes réponses. Quant au secteur, ou du moins au dossier qu'il faut véritablement appréhender, j'ai évoqué donc le verdissement, la transition environnementale aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. On a l'enjeu de la digitalisation et on a un enjeu que j'ai évoqué déjà, qui est celui de la formation. Là, on va devoir mettre beaucoup d'argent dans la situation de disette budgétaire
dans laquelle on se trouve, ne nous dispersons pas. On sort d'une période de crise qui a été bien gérée parce que l'appareil productif a été essentiellement préservé. Et c'est donc quand même, désolé Jean-Hervé, c'est quand même bien du côté de l'offre qu'il faut faire porter l'effort, me semble-t-il. Loin de moi, cher Patrick, l'idée de dire, dans ce livre absolument remarquable que je te conseille de lire, c'est juste un équilibre. Le mec le plus intelligent du XXe siècle, ça a comme été Ford, quand il a dit mes bagnoles, il faut bien qu'il y ait des gens qui les achètent. Ce qui me pose un énorme problème dans l'évolution de la consommation française, c'est qu'elle est évidemment massivement, elle est très largement importée. Je regardais les chiffres, même dans l'agriculture, enfin, c'est quand même très impressionnant. Moi, je voudrais dire que tu as évoqué en réalité un sujet majeur, entre autres. Et puis on va essayer après, dans les 10 ou 15 dernières minutes qui nous restent, de préciser, parce que je crois qu'on est assez d'accord tous les trois, c'est le sujet du logement, qui est quand même vraisemblablement, j'allais dire, le problème majeur de la société française, y compris pour les problèmes d'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Au-delà de ce qui est en train de se passer, ça fait des années que le chiffre d'emploi non satisfait, d'offres d'emploi non satisfaites est de 300 000. J'ai toujours pensé qu'un chiffre qui variait pas sur une quinzaine d'années, c'est un chiffre qui est faux. J'ai toujours pensé que les offres d'emploi étaient nettement plus importantes. Et une des raisons, c'est que, en réalité, pour beaucoup de gens qui sont dans la difficulté, le problème du logement est majeur et qu'on quitte pas un logement social quand on a, je sais pas où, à Mantes-la-Jolie pour aller à Romorantin si on se dit pas qu'on a un logement. Donc, tu as soulevé un sujet et comme tu n'as pas osé le dire, mais moi je le dis, c'est évidemment du côté tu as des traits pudiques, les collectivités locales, c'est les maires qui veulent pas changer leur dispositif et je sais pas comment il faut faire. C'est un problème politique, mais majeur. On a vraisemblablement la construction de logements la plus faible depuis des années. On est quand même au fond du trou et c'est un dispositif sociologico-politique français qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de cette difficulté, d'arriver à trouver du foncier sur place, on n'y arrive pas. Bon, donc, ce que je retiens de ce qui a été dit, je sépare bien deux sujets. Mes deux collègues en termes de think tank ou de fondation ont fait des propositions qui sont très passionnantes et qui portent l'une et l'autre sur des sujets en fait on va dire, du premier secteur qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est celui de la pauvreté, en donnant du sens j'allais dire, au chèque qu'on fournit aux uns aux autres, que ce soit un chèque vert, ou que ce soit la formule de l'Institut Montaigne, que ce soit donc une ou l'autre, on est dans un dispositif qui essaye de traiter, j'allais dire, au moins de manière à court terme, un dispositif, et on y rajoute l'aspect qui est un aspect, dans la proposition de chèque vert, un aspect environnement. Je crois que c'est une bonne idée, parce qu'il faut bien qu'on résolve le problème de cette pauvreté, mais pour le moment, c'est pas facile à faire avaler. Je me souviens de discussions que nous avions sur ce thème-là autour du ministre de l'économie qui n'était pas complètement favorable à cette idée pour toute une multiplicité de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et puis il y a le deuxième aspect, donc pardon, pour l'Institut Montaigne, c'est le chèque en sommation et le prêt garanti pour les jeunes, ces deux aspects qui touchent au fond deux thèmes de notre société. On a un problème avec les jeunes et on a un problème avec la pauvreté. Ce sont deux sujets qui sont, j'allais dire, le fruit de nos difficultés depuis une vingtaine d'années à faire évoluer notre société. Et il y a des victimes dans cette affaire et c'est pour partie ceux-là qui le sont. On a beaucoup aussi parlé de formation. Tout ça est, j'allais dire, des problèmes de nature générale. Deuxième aspect, il me semble, et je vous cède la parole dans un instant, que cette crise, la Covid, a en fait révélé, ça c'est le seul point positif, aux Français, le fait qu'on n'était pas en forme, pour dire les choses comme elles sont.
l'économie française n'est pas en forme, elle décline depuis, alors ça se trouve dans tous les chiffres, il n'y a aucun débat possible. Ces parts de l'exportation dans ce que font les exportations de la zone euro, enfin partout, tous les chiffres indiquent que d'ailleurs ça ne s'arrête pas. Donc on a un problème énorme et il se retrouve en réalité sur 2 ou 3 sujets évidents. On n'est vraiment pas bon en matière de formation. Et on a un vrai sujet, c'est pas la qualité ni des élèves ni des enseignants. Je pense que c'est un espèce de mécanisme difficile. Comment est-ce que le fléchage permet de faire évoluer les choses? On a un problème côté de la technologie et de la recherche. Alors là, c'est un problème typiquement de rémunération. Il se trouve que les chercheurs ne sont pas rémunérés dans notre pays. Alors vous sortez des plus grandes écoles et vous vous retrouvez avec quelque chose qui vous permet à peine de vivre. Et évidemment, on vous propose 3 fois plus aux États-Unis, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, et vous allez là. Donc c'est pas un succès. On l'a vu à travers les sujets. On a un problème de logement et qui est, tu l'as dit, Patrick, est essentiel, y compris par le fait que notre société, ma génération, a acquis des logements, mais que la jeune génération, et jusqu'à 40 ans, c'est très compliqué d'avoir accès au logement. Comment on règle ces problèmes-là, ou comment on les fait évoluer? Une fois de plus, il ne s'agit pas l'année prochaine de redémarrer sur cette suicide, sur le fait d'être revenu à 2019. 2019, c'est pas une bonne année, 2018 non plus, et ça dure depuis cette longue glissade, et on remonte en réalité récemment aux années 2000. Voilà, donc je recède la parole à Eric, je recède la parole après à Patrick. Il faut qu'on trouve 2, 3 propositions qui viennent compléter les propositions des 2 fondations, des 2 think tanks qui sont remarquables, mais qui sont admises, et à mon avis, qui sont admises par nous, mais qui ne sont pas encore mises en œuvre. Voilà. Oui, alors je ne sais pas si j'ai des propositions très précises, mais en tout cas, je sais ce qu'on cherche. On cherche un point de croissance en plus, durablement, et puis on cherche un point de dépense publique en moins par an, sur quelques années, ce qui nécessite une réorientation des finances et des dépenses publiques. Ça ne veut pas dire évidemment de dépenser plus parce qu'on va flécher sur telle ou telle chose. Ça veut dire qu'on va considérer qu'on hiérarchise les dépenses publiques et qu'on utilise la dépense publique qui est la plus efficace à la fois économiquement et socialement. Moi, je crois qu'il y a 2 ou 3 maîtres mots quand même dans cette affaire. C'est que la France a retrouvé l'idée qu'il fallait investir publiquement, et c'est absolument essentiel. Et puis qu'il fallait sans doute accompagner les gens, les Français dans cette nouvelle phase ou cette nouvelle histoire française qui s'ouvre après le Covid. Chacun espère évidemment qu'ayant tiré les conséquences de cette crise mondiale et fondamentale, on en sorte avec des idées, des propositions, une façon de vivre un peu différente et que ça améliore le mieux durablement plutôt que de le faire lentement. En ce qui concerne la population, moi je pense qu'il y a nécessairement une transition sociale qui doit se faire. Et la transition sociale, ça nécessite sans doute des crédits à certains moments qui vont venir lutter contre une pauvreté. Jean-Hervé ou Patrick y faisaient référence, une pauvreté de circonstances, parce que des emplois sont détruits, parce que l'économie et la technologie changent les modes de production, et donc ça nécessite des soutiens pour que les uns et les autres ne soient pas les dindons de la farce ou les oubliés de la croissance. Et ça nécessite sans doute des réorientations de nos dispositifs sociaux. On l'a évoqué d'ailleurs sur les jeunes, par exemple. Évidemment, il n'est pas question, me semble-t-il, d'ouvrir le droit au RSA pour les jeunes. Ce serait un signal absolument épouvantable, mais qu'il y ait, dans un certain nombre de cas, avec des contreparties, comme c'est le cas pour la garantie jeune, des aides financières, pourquoi pas. Le deuxième point sur le plan social, sur les gens, c'est la formation.
On a des systèmes de formation développés, évidemment, on est un grand pays, mais on voit bien qu'on n'en a peut-être pas totalement pour notre argent. C'est que l'efficience des formations ne se traduit pas par l'augmentation des compétences comme on le souhaiterait. Les 300 000 dont tu parlais, chiffre vrai ou chiffre faux, enfin en tout cas on voit bien qu'il y a une inadéquation majeure, Patrick l'a aussi rappelé, entre aujourd'hui On a un petit problème. les demandes. Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Ouais. Non, je sais pas jusqu'où on m'a entendu, mais je disais que sur cette phase de transition sociale, il y a une phase d'accompagnement social à la transformation de l'économie, et puis il y a également une phase beaucoup plus durable d'augmentation massive des compétences. Donc tous les systèmes de formation doivent être mis sous tension, réorganisés, régionalisés. Enfin, on peut inventer beaucoup de choses. Mais en tout cas, on ne peut pas en rester là avec des systèmes trop complexes et qui ne débouchent pas sur l'efficacité des formations et sur la capacité à se former tout au long de sa vie, parce que heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, tout au long de sa vie, on va être en recherche de nouvelles compétences. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'investissement dans la recherche publique. Là aussi, beaucoup de choses ont été faites, hein, rien n'est nouveau. Beaucoup de choses mais on doit les faire sans doute autrement, concentrer sans doute mieux les choses, inventer une nouvelle manière de faire, concentrer également sur les sujets de recherche, que ce soit sur évidemment le verdissement, évidemment l'énergie, évidemment l'intelligence artificielle, évidemment la santé. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas totalement décroché, et si on veut ne pas l'être, il faut augmenter au-delà des 2 points de PIB, où on n'est pas tout à fait, il faut augmenter le niveau de la recherche française, garder les chercheurs, les payer correctement, c'est vrai pour beaucoup de gens d'ailleurs, pas pour les chercheurs. L'utilité sociale peut être un bon vecteur d'ailleurs pour augmenter à un moment donné un certain nombre de métiers. Donc une augmentation très forte de l'investissement, tant sur le plan des hommes et des femmes que sur la recherche. Et puis il faut flécher les économies. Voilà, on a besoin d'économies, je l'ai dit, à mon avis, à un bon point de PIB par an, parce que c'est de l'argent qui ira à ce moment-là s'investir, plutôt que de financer la machine administrative. Et on a besoin absolument de fléchage des économies, c'est-à-dire des choix à un moment donné de priorité française. Je suis d'accord évidemment sur ce qui a été dit sur le logement, hein, bien sûr. Vraiment d'accord sur ce qui a dit sur le logement. Patrick, quelques mots. Là aussi, pour essayer de mettre les choses en perspective, mais j'enfonce des portes ouvertes, hein, n'oublions pas qu'on est le pays de l'OCDE où la redistribution est la plus massive, et qu'on est plus dans une logique curative qu'offensive. Donc nous, on est chaud partisan de dépenses, bien sûr, sélectionnées, mais de dépenses actives. Je reprends pas tout ce qu'on partage, hein, sur la formation en particulier. Si on veut distribuer du pouvoir d'achat, à nouveau, il vaut mieux le faire par la création de richesses. Je ne peux pas ne pas parler de la réforme des retraites, hein, même s'il y a un sujet de calendrier qui est extrêmement sensible. Mais enfin, on dépense 14% de notre PIB dans un système très essentiellement redistributif, notamment sur les retraites. Il est évident que, et donc 4 points, 3 points et demi, 4 points de plus sur les retraites que les autres pays comparables. Si on ne règle pas ce problème des retraites, on va continuer à obérer le pouvoir d'achat et à augmenter les redistributions indéfiniment, forcément au détriment de la performance économique et sociale de notre pays. Il y a un deuxième enjeu qu'on a tous en tête, sur lequel il ne faut pas s'exciter, mais qui est quand même important, qui est celui de la fracture territoriale, si on l'aborde du côté négatif des choses, ou des opportunités territoriales d'un autre. Je m'explique. C'est bien ou c'est mal, peu importe. On a un SMIC national.
On a des grilles salariales de branches qui sont essentiellement nationales, au cas par cas d'ailleurs, quand elles étaient territoriales, la tendance est plutôt à les rendre nationales, et donc des revenus à partir de là qui sont homogènes sur tout le territoire national. En regard, on a un coût de la vie qui n'est pas du tout le même selon qu'on habite dans Paris intramuros ou à Villars-les-Dombes, localité remarquable que je vous invite à visiter. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la revitalisation des territoires, et notamment à travers leur réindustrialisation, on a également, je dirais, une opportunité pour créer du pouvoir d'achat en donnant donc l'accès au logement, globalement à un coût de la vie qui est sensiblement inférieur dans ces territoires. Donc, à tous égards, c'est très vertueux. Si on peut, à travers le plan de relance, à travers une stratégie beaucoup plus volontariste de réindustrialisation territorialisée, à travers le télétravail également, qui crée des opportunités de ce point de vue, mieux équilibrer en définitive non seulement nos territoires, mais notre économie plus globalement. Et puis le dernier point, c'est qu'il nous faudra plus de sélectivité dans la dépense publique. Très intéressant de suivre ce que l'Union européenne est en train de travailler avec des approches plus sélectives et à partir de là plus massives dans les secteurs d'activité qui ont été identifiés, là où pour des raisons qui m'échappent ou que je préfère ignorer, on a nous tendance en France à saupoudrer un certain nombre de dispositifs alors même qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Donc concentrons nos efforts sur quelques secteurs, la formation, l'énergie, la digitalisation, etc., de sorte qu'on n'arrose pas le sable. Bien, mes chers amis, peut-être deux mots de conclusion de cette session si intéressante. Bon, on a dévié, mais on est tous les trois pareils sur, en fait, ce qu'il faut faire en matière de politique économique. Donc, on ne se refera pas. Donc, nous sommes ainsi faits. Nous avons dit que le fléchage, de toute façon, le fléchage il a lieu. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est dire que ce qui ressort, c'est cette idée qu'il faut rendre plus sélectifs nos choix et arrêter tout ce qui est homéopathie, toutes ces décisions qui mettent un peu d'argent partout, parce qu'il y a autant de groupes sociaux qui souhaitent recevoir quelque chose, même symboliquement, et tout ça est très inefficace. Deuxième remarque, c'est qu'il nous faut de la croissance, et donc vive la croissance, et la croissance verte, la croissance inclusive, la croissance juste, la croissance tout ce qu'on peut, mais la croissance, c'est celle qui crée de l'emploi, et c'est celle qui permet de redistribuer du pouvoir d'achat. Troisième sujet, c'est que, évidemment, le fléchage proposé par Terra Nova et par l'Institut Montaigne est très intéressant, mais comme Eric l'a rappelé, le gouvernement est toujours un peu réticent sur ces thèmes-là, pour des raisons qui lui appartiennent, donc on ne va pas le changer. En revanche, toute une série de mots me sont apparus, tous les mots qui sont, je crois, inclus dans cette idée d'une croissance potentielle et d'un fléchage assez significatif j'allais dire, de nos dépenses. C'est des mots évidemment de pauvreté qui sont liés à la période et qui quand même sont un truc qui va pas dans notre pays. La jeunesse, et je suis d'accord avec Eric, même si je vais un peu plus loin que lui, je pense que pas de RSA jeune, mais garantie jeune, tout simplement parce qu'il y a une contrepartie, pas société d'assistance, mais du donnant-donnant. Le problème du logement qui a été évoqué par nous trois d'ailleurs, mais au départ par Patrick, et qui est un problème de nature politique. Donc ça, je ne sais pas comment on fait, parce qu'en réalité, ça crée de l'emploi. Enfin, tout ça est positif, mais comment est-ce qu'on permet finalement le développement du logement, et notamment du logement social? Ça reste pour moi j'allais dire, un problème de nature politique. On a tous été très sensibles à la formation, à la qualification. C'est évidemment le sujet majeur de notre pays. Nous sommes toujours considérés comme un des pays, peut-être, quand on est très modeste, on dit un des plus intelligents du monde. Mais bon, là, ça ne se retrouve pas trop dans les chiffres et les analyses. Donc, il faut absolument arriver à retrouver, au fond, un dispositif qui marche. L'investissement, évidemment, oui. Ça suppose aussi une capacité de flécher l'épargne dont on n'a pas
complètement parlé, mais qui rejoint d'ailleurs la réforme des retraites. Hein. Dans tout ça, on retrouve des dispositifs qui sont très imbriqués les uns dans les autres. Le fléchage de l'épargne, c'est le problème de l'assurance vie, tout le monde le connaît, et donc il faut le garder en tête. Et donc ça nous fait un programme lourd, complet et j'allais dire positif, et qui s'inscrit dans un fléchage pas véritablement sectoriel, mais un fléchage plus macroéconomique auquel nous sommes très attachés. Ayant dit cela, je vous remercie Eric et Patrick, et je cède la parole à, j'imagine, une conclusion ou peut-être des vœux pour un déjeuner agréable.